Plaisir de vous retrouver encore ce matin, mesdames et messieurs, sur notre antenne, sur votre antenne en même temps, la chaîne du peuple. Et avec vous, pour 10-12 le Zénith, nous irons encore plus loin ce matin. Comment comprendre cette assertion de James Dundee qui disait « Qui aime l'opportunité aime la souffrance, qui aime le bonheur sans péril préfère la dictature ». Où va le Cameroun aujourd'hui? Quel regard doit-on porter en tant que Camerounais sur l'évolution sociopolitique aujourd'hui au Cameroun et voire même sécuritaire? Le Cameroun est-il un pays calme, comme d'ailleurs on aime à le dire? Serait-il véritablement un havre de paix? Quelles sont les orientations? Quel regard, vous Camerounais, portez-vous sur le Cameroun aujourd'hui? Comment comprendre en réalité ce qui s'est passé ce week-end dans la région du sud-est du Cameroun, où des chefs traditionnels ont été kidnappés et 2 d'entre eux ont été retrouvés morts, un 3e activement recherché véritablement, et d'aucuns accuseraient véritablement les séparatistes d'être au cœur de cette nouvelle tuerie aujourd'hui. À quand justement la fin de la guerre dans les régions anglophones? Peut-on, au regard des dernières élections régionales, dire effectivement que les régionales peuvent apporter la paix dans les régions anglophones aujourd'hui au Cameroun? Toute la question est bien sûr posée. Et qui sont également, madame, messieurs, les tueurs? Daniel Emmanuel Akenji, d'ailleurs, le corps a été retrouvé encore ce week-end dans une rivière qui sépare le village Moulan à Mankon, effectivement dans les quartiers Belofontia à Mboui. L'atrocité, la tuerie, les meurtres restent, on va dire, les atrocités, les tueries, les meurtres sont encore un peu plus que perceptibles dans ces régions en crise aujourd'hui au Cameroun. Depuis 4 ans, ça va très mal dans les régions du nord et du sud-est Cameroun. En tout cas, ce matin encore, à travers d'autres sujets, on s'arrêtera là-dessus pour pouvoir au mieux vous édifier. La grande famille est au complet ce matin. Charles Hamel, Bombo, Karine et Dominique Audrey, ensemble unis pour la même mission. Restez des nôtres jusqu'à midi. Bonjour à vous, Charles Hamel Bachou. Bonjour, monsieur Michel Gatchou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le message du Ngondo ce week-end était on ne peut plus clair. Les ancêtres Sawa ont évité à la transmission des valeurs et de l'héritage à la jeunesse. De quelle jeunesse parle-t-on? Une jeunesse perdue, une jeunesse inactive, une jeunesse qui ne se reconnaît plus, on va leur dire, dans cette transmission de valeurs, parce que les gérontocrates, les grabataires se sont agrippés sur tout, ne donnant pas la possibilité à ces jeunes de pouvoir recevoir, on va dire, cette transmission. Les jeunes aujourd'hui ne parviennent même plus à connaître les pour mieux, les tenants et les aboutissants des réalités traditionnelles. Bref, passons. Qui a la charge de la décoration de la ville de Douala? Monsieur Mbassadine, c'est honteux. C'est honteux que la ville de Douala ait le même budget de décoration chaque année, mais que c'est les mêmes salles guirlandes qu'on replace dans la ville. Souffrez que je parle de salles parce que en journée, lorsque vous baladez, vous voyez l'éclat, ça ne représente plus rien. Dans tous les pays au monde, en fin d'année, on éclaire, on décore et on aménage la ville. C'est du détournement, ça sonne comme un détournement, où chaque année on reconnaît les mêmes. Le photographe a pris sur lui de filmer ces mêmes guirlandes après les pauses, avant la pause, après les pauses et après les fêtes. C'est des mêmes guirlandes. Le budget va donc où? On savait qu'on quittait de la communauté urbaine vers la mairie, mais on a l'impression qu'on est resté dans le même statu quo. Était-ce la même personne qui gagne les mêmes marchés? Franchement, ayons pitié au moins des pauvres Camerounais. Et on veut transmettre quoi? Vous citez d'ailleurs rapidement le maire de la ville, M. Mbassadine aujourd'hui. Il est important de vous rappeler, Charles Hamel Bachou, qu'il est également fils du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et avant Mbassadine, on a eu l'ancien délégué de la commune urbaine de Douala, Fluide Tonet, qui lui également appartient au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On peut bien justement voir comment le Rassemblement démocratique du peuple camerounais se déploie au Cameroun. Donc votre plainte ce matin, posez la question à la tête pensante de ce Rassemblement démocratique camerounais, ce que ces acteurs font sur le terrain. Bonjour Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Un exemple patent de coopération sud-sud, le président centrafricain
Troadéra. En fait, vous aimez les Faustin Archange. Voilà. A requis l'expertise camerounaise pour le développement de l'imagerie médicale dans son pays et du traitement de... Vous savez quoi? Non. Voilà, de l'insuffisance rénale. De l'insuffisance rénale, c'est une entreprise camerounaise qu'il avait annoncé en début de mandat quand il prenait le pouvoir il y a 5 ans. Il a réalisé, c'est une entreprise camerounaise. Bon, on ne donnera pas le nom, peut-être parce qu'il n'y a pas de publicité en matière médicale, on l'interdit là-bas. Mais au moins, le président centrafricain a dit qu'il a besoin de cette expertise-là, commenté à l'expérimenter dans son pays pour justement, dit-il, éviter au maximum les évacuations sanitaires vers l'Europe. Je dois te dire, si on pouvait être comme ça, et dernièrement, c'est vous qui nous avez dit que dans la région de l'Est, il y a eu des morts, voilà, et dans l'extrême nord. Ici même à Douala, on n'arrive pas, alors que les Camerounais sont maîtres dans cette expertise-là. Vous voyez donc, c'est incroyable, comme vous dites. Merci à vous, mon Bengan Kandji. Bonjour à vous, Karine Santia. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet important dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, particulièrement à cette nid de poules sur les différents grands axes routiers du Cameroun, Douala-Yaoundé et Douala-Bafoussam, parce qu'il y a un Camerounais qui s'est amusé à compter les nombres de nids de poules qu'il a trouvés sur l'axe Douala-Yaoundé. Mais lui, il était à 902 trous. 902 trous, uniquement pour lui. Oui. En tout cas, on aura les images tout à l'heure. C'est important justement de rester les nôtres, madame, monsieur. Et nous vous rassurons, quoi qu'il en soit, que vous aurez l'occasion de réagir comme vous savez bien sûr le faire. Vous connaissez toutes les plateformes, d'ailleurs sur les réseaux sociaux et également par voie de SMS. Nous vous lirons tout à l'heure. Bonjour à vous, Dominique Audrey. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille. Le jeune homme est âgé de 21 ans. Il est en 3e année d'université et la jeune femme dont il s'agit également dans l'histoire, elle est âgée de 19 ans et elle est à 3 mois de grossesse. La famille de la jeune femme a demandé à rencontrer l'auteur de la grossesse et il dit qu'il s'est ramené dans le domicile de cette jeune femme. Il était tout seul, aucun ami, aucun membre de sa famille, ce qui a courroucé le père de la jeune fille qui a pris ça sur lui et n'en a pas fait cas. Sauf que durant la conversation, le père de la jeune fille lui demande maintenant que tu as mis enceinte ma fille, quelle est la suite? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le jeune homme dit que je suis là justement pour vous dire que je suis responsable de la grossesse et je compte m'occuper de cet enfant. Et le père de demander, et maintenant, oui, tu vas t'occuper de ton enfant et ma fille. Le jeune homme a dit non, on va toujours rester ensemble. Et le père a insisté, il a dit qu'il ne savait plus quoi répondre et le père a dit, ben, moi je suis en train de te parler de mariage, tu as mis ma fille enceinte et il est question logiquement que tu l'épouses. Le jeune homme dit au beau-père, à son beau-père en devenir ou au grand-père de son enfant qu'il n'est âgé que de 21 ans et que pour le moment il ne peut pas se marier, d'abord à cause de son âge et ensuite de sa religion, parce que celui-ci est musulman et la jeune femme, elle ne l'est pas. Le père de la jeune fille ne savait pas que le garçon était musulman et il a dit au jeune homme, tu sors de chez moi et tu vas ramener ta famille ici, je te donne 2 semaines, auquel cas tu oublies et l'enfant et ma fille. Le jeune homme, il dit qu'il a été jeté à la porte et il est sorti de là, mais maintenant dans sa famille il ne peut pas dire à son père que il a mis enceinte une fille parce que d'abord le mariage sera impossible. Son père les a prévenus que si jamais l'un d'entre vous met enceinte une fille, je le bannis, il n'aura plus rien à recevoir de moi, il va travailler pour s'occuper de son enfant. Le jeune homme dit que ce qu'il reçoit à la fin du mois en tant qu'étudiant de la part de ses parents lui permettent aisément de s'occuper et de lui et de l'enfant. Donc lui, il dit qu'il a encore besoin de son père, il n'a pas encore terminé ses études et il ne sait pas trop comment faire parce qu'il n'a pas envie de dire à ses parents qu'il a mis enceinte une fille ici au risque de tout perdre. Donc tous perdront si jamais sa famille à lui venait à savoir qu'il était père d'un enfant en devenir. Voilà. Et bien évidemment, le problème posé ce matin, il est important qu'il sauve quoi au final? Il veut sauver quoi le garçon? Il veut sauver son enfant, il veut sauver la fille, il veut sauver ses études, il veut sauver son avenir.
Il veut préserver sa famille, certainement. Il veut sauver ses études, logiquement, parce que s'il dit à son père, c'est terminé les pensions, c'est terminé son loyer pour la chambre ici, et il veut certainement préserver les relations familiales. Donc voilà un jeune homme qui, puisque la parole m'est donnée, n'a pas eu la présence d'esprit, n'a pas été, les deux en fait, n'ont pas été suffisamment intelligents, s'étant lancés dans des relations sexuelles, de se protéger, parce que lorsqu'on décide de passer sous un homme, c'est l'une des conséquences. Ça s'adresse aux jeunes filles. Vous interpellez la fille en question ce matin. Oui. Ouais. Ça, c'est une grosse erreur qu'elle a commise, parce que ça, c'est la jeunesse. On peut dire que ce sont des gamineries, des enfantillages qui ont généralement des conséquences lorsqu'on ne prend pas des précautions. Il est important de repousser au maximum l'entrée dans la vie sexuelle. Mais maintenant, si vous décidez de vous y lancer, il faut savoir qu'il y a des conséquences qui entourent cet acte-là. Lorsque vous décidez de devenir une grande personne, sachez qu'il y a des conséquences. Et voilà l'une des conséquences. Elle a le bac et elle ne va plus aller à l'école parce qu'elle a 3 mois de grossesse aujourd'hui. Son père ne peut pas financer. Alors, elle a quel âge la petite? Elle a 19 ans. 19 ans. Est-ce qu'à 19 ans, on a assez vieille pour faire un enfant? Oui, non, on n'est pas assez vieille. On n'est pas assez vieille. Tant qu'on vit chez ses parents, tant qu'on est sous la responsabilité de ses parents, on est petit pour faire certaines choses. Ouais. Elle est trop petite, d'abord qu'elle n'a que le bac, donc elle n'est pas suffisamment prête elle-même pour assumer cet enfant. D'aucuns diront non, il y en a qui font à 16 ans, ok. Elle a fait son enfant à 19 ans parce qu'elle compte sur ses parents ont un accident et ils meurent, et elle va se retrouver toute seule. Voilà que son futur beau-père ne peut pas accepter cet enfant parce qu'elle est d'une autre. Et si c'est son unique chance, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Elle n'aurait pas dû en arriver là. Elle n'aurait pas dû en arriver là parce qu'elle a mis sa vie en stand-by. L'enfant, c'est une bonne chose. Mais maintenant, ça se programme, ça se projette. Monsieur Mbatoujis dit généralement que faire un enfant, c'est tout un projet. Parce qu'il y a énormément de choses qui doivent aller ensemble. Ici, ce sont des enfants qui ont fait joujou. Et voilà les conséquences. Le garçon, lui, ne savait pas que ça devait arriver. Et maintenant, il n'est pas prêt à dire à ses parents parce qu'il a encore besoin de son père. Donc lui également, c'est un autre bébé au lait. Mais puisque le vin est tiré, il faut boire. Il faut qu'il soit un homme. Lorsque le père de la fille rejette le petit garçon, lui donnant 2 semaines de ramener ses parents, est-ce qu'à la base, comment vous appréciez déjà le caractère de ce papa? Est-ce que c'est la réaction qu'il faut pour un père lorsqu'il apprend que sa fille a été enceintée par un jeune homme de 21 ans? Bien sûr, il n'aurait même d'abord pas dû aller tout seul. Généralement, on se présente avec... On peut comprendre son immaturité, il est encore très jeune. Justement, et c'est donc à ce moment que les relations que les enfants ont avec leurs parents entrent en jeu. On a un père, le père du garçon, qui s'avère être un père un peu tyrannique, un peu trop sévère, carré sur les bords, qui a déjà dit à ses enfants, celui qui me ramène un gosse et tout, plus jamais, je ne veux même pas le voir, je le bannis. Un père qui est aussi répulsif. On a des enfants qui posent des actes dehors un genre parce qu'ils savent que si je dis à mon père va me tuer. Donc, à un certain âge, quand les enfants commencent à entrer dans la puberté, il faut avoir une relation amicale qui donne la possibilité aux enfants de vous dire même les bêtises qu'ils commettent dehors. C'est un peu comme le mariage. On dit que lorsque votre mari, on nous dit ici, que lorsque votre mari commet des bêtises, il ne faut pas le jeter à la vindicte populaire dehors. Vous pouvez le punir à l'intérieur. Donc, lorsque votre enfant fait des bêtises dehors, prenez-en la responsabilité, mais à l'intérieur de la maison. La responsabilité aussi est parentale, vous le dire. Tout à fait, parce que la qualité de l'éducation donnée à ce garçon fait qu'il n'a pas envie de dire à son père. Je suis sûre que s'il avait su que c'est comme ça que le père de la fille réagirait, il aurait pu lui demander de se faire avorter. Voilà. Oui. Et heureusement qu'ils n'en sont pas arrivés là parce que qu'elle a dit à ses parents l'avortement n'est pas la solution. Oui. Il faut toujours assumer ces grossesses parce que c'est très important. Et de crainte et de regret, c'est important. L'avortement, il faut préciser, c'est pénalement condamnable. C'est strictement voilà, il faut condamnable. C'est important. Heureusement qu'on a une jeunesse qui nous regarde ce matin, donc on espère que les jeunes qui nous regardent ce matin comprennent très bien le message que nous transmettons. Il faut faire très attention. Mais au-delà quand même, ce problème ce matin pose à la fois, il y a un blocage qui est perceptible à travers l'histoire restituée par Dominique Audrey, Karine Sontia, le blocage religieux
dans un certain sens, parce que le mec, lui, il est musulman, et puis la fille est chrétienne, et très souvent, chez nos frères de la communauté musulmane, lorsqu'on épouse une femme, elle doit adopter automatiquement votre religion. Il y a également on va dire, le blocage parental. Est-ce que le parent, d'ailleurs Dominique s'en insurgeait à travers l'histoire du comportement du parent qui est un peu tyrannique, voilà, merci. Alors, ces blocages-là, est-ce qu'on peut trouver des facilités pour décoincer et permettre à ces jeunes de pouvoir penser leur bonheur, les encadrer et leur permettre d'avoir un succès pour le lendemain? Ils vous ont dit qu'ils veulent se marier. Non, mais ils doivent se marier, non? Le père veut que ça. Ils vous ont dit qu'ils vont se marier. Vous voyez quand même un enfant laissez-moi aller dans mon point de vue. Un enfant de 21 ans qui a quand même la capacité d'avoir une relation sexuelle sans protection et qui se souvient de sa religion après que la fille soit enceinte. Maintenant, l'argument de sa religion n'a rien à voir là-dedans. Il dit rien à voir là-dedans. Il n'a pas besoin d'être musulman pour ça. Même entre les chrétiens d'obédience différente, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu ne viens pas dans mon église, je ne vais pas me marier avec toi. Donc, sa religion n'a rien à voir là-dedans. Le problème ici, c'est deux immatures qui ont fait les choses des adultes. Deux immatures qui ont fait les choses des personnes matures. Parce qu'ils n'ont pas posé le pour et le contre des actes. On est là à se poser des questions sur la grossesse parce que c'est le moindre mal. Le véritable mal serait qu'ils chopent chacun d'eux une IST ou une maladie sexuellement transmissible quelconque. Donc là, c'est parce qu'ils sont en santé qu'on parle de grossesse. Et le fait que le papa renvoie le garçon, ce n'est que normal, c'est légitime. Il n'avait même pas d'abord à le recevoir pour lui demander qu'est-ce que tu entends faire. C'était même pas avec lui de parler de ça. Mais vous savez quand même que vos parents sont un peu tyranniques ou bien vos parents sont très sévères ou très stricts. Vous faites un certain nombre de choses et vous vous souvenez du fait qu'ils soient très stricts après. Il faut faire très attention à ce que vous faites. Parce qu'on a vu des familles où les parents qui étaient stricts étaient finalement des personnes qui ont juste mis des blocages pour prévenir leurs enfants. Parce qu'on peut voir comme ça que le papa mettait ses barrières là pour prévenir ses enfants. Ça veut dire que peut-être lui-même il connaît, lui-même il connaît peut-être son comportement, comment est-ce qu'il faisait quand il était jeune, et il a mis ses barrières là pour éviter à ses enfants d'entraver. Et l'enfant a déjà entravé, il ne peut rien faire d'autre que de parler de ça au garçon, parce que à ses parents, il n'est pas question qu'ils gèrent cette situation seul. Ce n'est pas possible, il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen parce qu'il ne peut pas gérer cette situation seul. Vous parlez de qui? Du papa? Du garçon. Il ne peut pas gérer cette situation seul. Ça dépasse son entendement, son niveau. Lui-même, il n'arrive pas à se prendre en charge. Encore moins un autre bébé. Lui, il n'arrive pas à manger, mais il faudra qu'il nourrisse encore notre bébé. Il ne peut pas. Il faudra qu'il en parle à son papa. Je ne sais pas s'il va sauter sur un toit pour le faire, ou bien il va se placer devant son papa, ou bien il va se placer au goudron pour parler à distance, ou bien au carrefour. Je ne sais pas trop comment il va faire, mais il va falloir qu'il trouve une stratégie. Mais qu'il commence par sa maman. C'est-à-dire qu'il arrive, il parle à maman. Maman, il y a un truc, c'est que il y a ci, je faisais ci avec telle fille, et puis maintenant elle me dit qu'elle est enceinte. Tout court. Quand il va dire comment ça, c'est depuis quand, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que je la connais, ainsi de suite. Quand il va finir de répondre aux questions de maman, maman saura comment introduire cela auprès de son mari. Maintenant, si elle ne réussit pas, là on pourra prendre une autre méthode. Mais je dis que c'est la première méthode à suivre. Donc il en parle à sa maman. Oui, ils ne sont pas obligés de se marier, mais je me dis quand même que quand vous réussissez à passer la nuit avec une femme, c'est que vous pouvez vivre avec elle. C'est toujours ce que j'ai dit. Bon, toujours ce que je dis. Il n'y a pas une obligation. Je dis il n'y a pas d'obligation, mais s'il a pu avoir des relations sexuelles non protégées à 21 ans, il peut se marier à 21 ans. Deux éléments justement dans ce que vous dites ce matin pour la jeunesse qui nous regarde, c'est dire que le garçon peut-être lui-même n'a pas suffisamment assimilé les leçons, les enseignements, les sensibilisations que l'on fait au quotidien. Oui, justement, dans un premier temps. Voilà. Et c'est très dangereux pour les jeunes garçons qui devraient se protéger. Bon, au-delà même de la protection, il y a des valeurs religieuses qui sont prônées au quotidien. On parle de la chasteté, de l'abstinence en réalité, ce que cette jeunesse ne conçoit plus réellement aujourd'hui. Et d'autre côté, pour le deuxième élément, c'est qu'il y a quand même, on va dire, la responsabilité parentale, comme Dominique Audrey tout à l'heure l'a souligné. Lorsque vous avez quand même un enfant en âge de puberté, il est
très important que le parent se rapproche suffisamment de l'enfant pour davantage le sensibiliser, davantage le conseiller à ne pas tomber Chaque dans parent a son travers, approche. Vous n'allez pas venir dire à un parent qui n'a pas connu les approches pareilles de le faire. Non. Chaque famille a sa manière d'éduquer son enfant. Ouais. On peut avoir une méthode générale, c'est-à-dire s'approcher de l'enfant et autres, mais il y a des familles où on est plutôt très conservateur, très rigide et les enfants s'en sortent. Ouais. Ce n'est pas parce que lui, il a commis cette erreur qu'il est un mauvais enfant ou qu'il n'a pas assimilé. C'est une erreur ou encore c'est un fait qui arrive à tout le monde, même aux familles chrétiennes, aux familles traditionnalistes, aux familles bantoues et tout, ça arrive à tout le monde. Maintenant, c'est la manière avec laquelle on gère la situation qui peut définir si vraiment on est une famille qui a des valeurs ou pas. Les valeurs ne se limitent pas au moment où on commet l'erreur, mais les valeurs commencent vraiment à partir du moment où on essaye de rattraper l'erreur. Bon, elles peuvent également commencer. Elles peuvent également commencer. C'est mon point de Oui, vue. Hein, d'accord, oui. Cher Lamel, tout à l'heure, Karine parlait de comment gérer la situation aujourd'hui. Oui, comment la gérer pour le garçon, pour sa famille, pour la fille, mais surtout pour le bébé qu'il faut recevoir, parce que c'est le plus important. Derrière chaque grand pouvoir se cache une grande responsabilité. Ils ont eu le pouvoir de jouer sexuellement. Ils ont eu le pouvoir de s'amouracher. Ils ont utilisé ce pouvoir à bon escient. La responsabilité qui en découle, ils devraient en prendre les conséquences, la mesure des conséquences. Vous parlez de ce jeune garçon? Oui, oui, les deux. À 21 ans, M. Michel Ngatou, on est disciple. Ça suppose que cet enfant est un mauvais disciple, un très mauvais disciple, et il se rend compte qu'il a voulu expérimenter ce que son maître, qui est son père, ne lui a pas appris. Conséquence, il va devoir en subir véritablement, on va le dire, les effets négatifs de l'acte qu'il a posé. Vous approuvez l'attitude du papa? J'approuve l'attitude du papa. Même si dans un certain sens, c'est mettre des barrières, j'approuve, parce que lorsque vous avez un enfant de 21 ans qui se retrouve à l'université, vous avez un chemin que vous avez balisé pour cet enfant et vous avez besoin de mettre des garde-fous que l'enfant devra suivre. Et l'une des mesures fortes a été, si quelqu'un me ramène un enfant, je le bannis. Dès que vous décidez de ramener un enfant, ça veut dire que vous avez pris la mesure. Vous pouvez vous occuper d'une femme, vous pouvez vous l'entretenir. Donc, est-ce que bannir c'est la solution? Si, monsieur Michel. Banni parce que votre fils enceinte une fille? Monsieur Michel Ngatou, c'est des expressions qui sont employées. Ne les prenez pas fortuitement. Il faut qu'ils se battent désormais pour élever. Vous avez des parents qui se sont mariés à 16 ans, qui ont connu, et avec la femme, ils ont trimé dur. Il faut qu'ils passent par là. Il y a des familles comme ça qui sont prédestinées à souffrir. Bon, je ne vais pas rentrer à ce niveau. Une jeune fille de 19 ans réfléchit comme un garçon de 29 ans. Réfléchit comme un garçon de 21 ou 39 ans. C'est vrai. Je dis bien, une jeune fille, les femmes ont un décalage de 10 à 20 ans par rapport à l'homme. Ouais. C'est la raison pour laquelle vous voyez un père de 60 ans, une fille de 20 ans le malmène. Vous vous demandez mais elle fait comment? La femme a un décalage de 10 à 20 ans sur l'homme. Vous voyez donc à ce niveau, je prends juste un exemple, hein, peut-être je suis allé trop loin à 60, on peut être même à 40, peut être à 30, j'ai juste pris un exemple. Ici, la responsabilité première, c'est la mère de la fille. La mère de la fille a échoué. Elle a échoué pourquoi, M. Michel Ngatou? Vous interpellez la responsabilité parentale. Oui, de surtout la mère maternelle. de la fille. Pourquoi? Votre fille, une fille qui va à l'université, qui a déjà obtenu le baccalauréat, a fait ce qu'on appelle la philosophie. Elle a étudié, elle a fait le discernement entre le oui et le non. Elle connaît l'importance et la valeur parce que c'est des notions qu'on acquiert lorsqu'on arrive en classe de terminale. Sauf que là, ce n'est que des connaissances. Connaissances comme savoir. Elle sort de la maison avec ce qu'on appelle le savoir-faire et le savoir-être. Savoir-faire culinaire, savoir-faire comment gérer son foyer, savoir-être comment vivre avec les autres. Et il y a un module très important que la mère donne. Comme tu pars déjà à l'université, là, avant, la tenue cachait tes fesses. La tenue cachait tes jambes. Comme tu pars là à l'école, je vois tes mini-jupes que tu mets. Si tu ramènes, tant pis pour toi, c'est moi qui te mets dehors. Ton père ne va pas ouvrir la bouche parce que la responsabilité de la jeune fille incombe à la mère. Mais est-ce qu'à un moment donné, Charles Lamel, ce langage, si maman tient pareil langage, ça ne peut pas plutôt encourager la fille qui, dans une éventuelle erreur, peut recourir à l'avortement, ce qui est d'ailleurs refuté et condamnable. Monsieur Michel, je veux vous dire que je connais même des mamans
dès le premier jour que tu es enceinte, les mamans, comment tu entres là, tu fais un jar, elle commence à monter sur toi. Elle sait que tu es enceinte. Jusqu'à présent, nous avons des mamans, dès que tu rentres là, elles t'observent 2 fois. Dès que tu dis une petite nausée, un genre bizarre, des attitudes, il y a des mamans qui savent lire. Vous avez des mamans d'aujourd'hui, la fille va arriver, elle dit elle nausée, la mère va dire, ah c'est le verre, elle va payer. Il y a des mamans qui observent jusqu'au pied, monsieur Michel Gachou, quand sa fille vient s'asseoir, même celle qui a tenté de se faire avorter, ce que les bantous contredisent et ne s'inscrivent en faux dans cette logique, il y a des mamans qui observent. Donc, la maman a perdu le fil de sa fille. Véritablement, elle a perdu le fil de sa fille, où sa fille se retrouve enceinte. C'est une surprise. À 3 mois, monsieur Michel Gachou, comment le père s'intéresse à une affaire de grossesse à 3 mois? C'est pas l'affaire du père. À 3 mois, c'est l'affaire de la maman. Et qu'est-ce qu'on fait justement du père, du garçon qui est enceinte? J'en viens à monsieur Michel Gachou, c'est l'affaire. Aujourd'hui, on a mixé le père s'est retrouvé dans l'histoire, il convoque le gars, grosse erreur. Et on voit beaucoup de jeunes qui font. Lorsque vous êtes convoqué, il part seul. Il a dit qu'il n'en voulait pas. Il part. Comment ce père même fait pour le recevoir? Tu pars seul, comment? Ça suppose qu'à travers l'acte qu'il assume, ni d'amis, ni de frères, pas de cousins, pas d'oncle, pas de tante. Je suis seul, j'assume. Il pouvait entrer dans cette maison, il ne ressortait plus vivant. Personne n'en sort. Il pouvait entrer dans cette maison, monsieur Michel Gachou, il ressortait handicapé. On allait tout soulever, la colère, tout, il aurait perdu ses jambes. Il a le courage d'affronter le regard du père. Monsieur Michel Gachou, quand le père parle, il dit, papa, souffrez que je ne réponde pas. Je suis juste venu me présenter. Je viendrai demain avec des personnes avec qui nous allons causer. À quel âge? À 21 ans, il peut parler à faire mariage? Il ne peut s'exprimer sur aucun sujet. Et là, on se dit, il évoque 2 choses. La première chose, c'est qu'il est musulman. Je crois qu'on doit le bannir même de toutes les mosquées. On doit le bannir des mosquées. Parce que non, vous savez, c'est ça qui fait en sorte que... monsieur Michel Gachou, c'est ça qui fait en sorte qu'on indexe à tort les musulmans. Non. Il y a des couples comme ça. Non, monsieur Michel Gachou. L'une des religions les plus potables, bonne à lire, c'est la religion musulmane. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de musulmans, de personnes qui se convertissent à l'islam dans le monde qui ne deviennent chrétiens. Ça, c'est le taux de pourcentage de montée. Donc, je vous dis, là, il vient dire commettre une grosse faute en disant je suis musulman, mon père a fait. Donc ça suppose que chez le musulman, lorsque tu parles avec une non-musulmane, tu as commis un péché, une grosse faute. Par conséquent, il a fait nous avons des amis musulmans qui épousent des chrétiennes et ils vivent tranquillement leur vie en respectant les règles de l'écuménisme. Donc cet enfant est dangereux, c'est un menteur et il vous a menti. C'est Christian Lamel Bachou. Justement ce matin, on va dans une certaine généralité observer les réalités sociétales aujourd'hui, tout en interpellant cette jeunesse qui nous regarde ce matin, en interpellant les parents que nous sommes nous aussi, en même temps à tout faire pour pouvoir permettre à nos enfants de grandir véritablement dans des conditions exemplaires en matière d'éducation. Je demande à Karine Sonséchal, la mère de cette terre, je vous en prie, pour qu'on puisse au mieux évoluer, je vous en prie. Bonbon Bengan, en tant qu'autorité traditionnelle sur ce plateau, en tant que consultant de cette émission, il y a un appel important à sauver la jeune femme, à sauver le jeune garçon, mais surtout à encadrer les deux, à cheminer vers le mariage. Et ceci, les parents ont une grande responsabilité. Qu'en dites-vous ce matin de l'histoire? Non, le seul obstacle ou la seule barrière, c'est ce que nous avons importé de l'extérieur. Ouais. Donc, en Afrique, on ne réfléchit plus en tant qu'Africain. On m'aurait dit un Béti, un Bamleke, un Bassa, un tout, un Ambassa, voilà, on aurait compris. Là, on aurait eu des doutes. Mais ici, on traite nos sujets avec des éléments d'emprunt. Notamment la religion. La religion. Moi, je suis musulman, je suis chrétien. Et c'est ça que j'ai eu à traiter ce genre de problème. Pas nécessairement dans le même chapitre. Dit, nous les chrétiens, les funérailles ne font pas que vraiment, nous, et même là, les témoins de Jéhovah, alors j'ai une famille, quelques éléments qui sont, on dit, voilà, vous voyez, ça veut dire qu'il est difficile de donner une bonne orientation qui puisse asseoir nos familles, qui puisse consolider l'institution de la famille aujourd'hui avec les éléments d'emprunt. C'est ça le problème ici.
C'est ça le problème. Donc, comment briser les barrières religieuses? Donc, aussi longtemps que l'Afrique ne va pas résoudre son problème spirituel et religieux, nous serons en proie à des choses comme ça. Ces deux enfants peuvent se marier. Ouais. Ils peuvent se marier. Pourquoi? Parce que c'est deux familles qui mettent leurs enfants ensemble. Ils ont commis une erreur de jeunesse, les autres l'ont dit. Comment les amener donc à arriver à vivre ensemble? Vous avez dit ils peuvent se marier. Ils peuvent se marier dans notre tradition. Mais vous ne dites pas doivent se marier. Non, non, pas doivent, il n'y a pas de doivent. J'ai dit peuvent se marier. Oui. Parce que là maintenant, ils sont allés à une sexualité débridée très tôt. Très tôt. Donc ça veut dire que chacun des parents pensait à l'école, à l'instruction de son enfant, et ils sont arrivés très tôt dans le monde des adultes. On fait comment? Vous voyez que la barrière religieuse va faire que les deux papas ne peuvent pas se parler. Ils ne pourront pas se parler. Ils ne pourront pas. Et pourtant. Oui, et pourtant, une femme est là. Et vous avez vu comment le père a accueilli ce jeune homme. Va prendre. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'en fait, il a eu le sentiment africain. Il ne rejette pas, bon, c'est un petit, bon, lui-même, un enfant, il ne sait même pas ce qu'il devait même pas venir ici. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Bon, va, je te donne 2 semaines. Ça veut dire que c'est que le gars est dans sa tête, il se reproche, il y a des choses. Mais au moins pendant 2 semaines, l'enfant aura-t-il alors le courage de dire, de se rapprocher de sa maman ou alors de la maman de la fille en disant voilà, voilà. Donc c'est comme ça que ça se fait. Le seul blocage, c'est ça. Ça veut dire quoi? Nous, si c'était resté, si la religion ne constituait pas un blocage, les deux papas pouvaient voir dans quelle mesure, si leurs enfants peuvent se marier, demander, d'accord, c'est arrivé, observez-vous. Mais l'essentiel, c'est l'école, c'est l'instruction. Alors, dans ce temps, on fait quoi? On encadre la fille, elle accouche d'abord, et entre-temps, on ramène les 2 enfants à s'accorder à chaque fois. Les familles, justement, on les entretiennent pour qu'ils ne s'égarent pas davantage, non? Oui, absolument. Absolument. Mais ici, la religion, c'est un sentiment de blocage. Parce que vous ne peut-être ne pouvez pas comprendre ça. Donc, je veux dire, en allant draguer une fille, tu ne peux même pas dire, demande pas d'où viens-tu, quelle religion tu es bouddhiste ou tout ça. Ça se vient après. En fait, on devait dire, on n'a rien à foutre de la religion, Moro Benga. Justement, je veux dire que le facteur religieux, vous voyez, c'est pour ça que ça va gêner. Le facteur religieux qui nous vient d'ailleurs a du mal à entrer dans nos us et coutumes. Mais parce que quand tu vas dire, tu es chrétien, je ne dois pas te draguer, elle devait donc savoir que je ne dois pas draguer une chrétienne parce que de toutes les manières, on ne va jamais faire notre vie ensemble. Voilà. Mais c'est pour cette raison que je dis, les 2 familles, je leur conseille de quitter leur religion respective parce que ce que leurs enfants ont fait leur montre que il n'y a pas de salut dans les religions où ils sont. Qu'ils quittent ces religions-là, qui reposent le problème en termes que nos enfants, peut-être qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle l'amour, mais ils ont donné un produit. On fait comment pour voir s'ils peuvent se marier demain? On commence à les orienter dans ce chemin-là. Voilà comment généralement ça se faisait. Sinon, le papa de la fille, il a toute la possibilité de rester avec son petit-fils qui va naître ou sa petite-fille. D'ailleurs, il est pour le moment le père de l'enfant de sa fille. C'est important de le préciser. Merci à vous, mesdames et messieurs, de rester présents. Merci de poursuivre avec nous. Dans un instant, on va s'arrêter pour prendre le pouls du début de cette semaine. Une colère, comme chaque jour, sur notre antenne. Je m'interroge ce jour sur la question de la répartition du budget à problème dans ce pays, notamment le budget 2021 qui ne cesse de faire jaser,
qui ne cesse de soulever un ensemble de polémiques au sein de la classe politique de ce pays. Depuis l'année 2008, après avoir franchi la barre des 2000 milliards de francs CFA, le budget de l'État du Cameroun n'a plus jamais connu de baisse. Au contraire, au fil des années budgétaires, cette enveloppe n'a cessé d'augmenter, atteignant le pic de 5 000 milliards au cours de l'exercice 2019, au terme du collectif budgétaire décidé par le chef de l'État au mois de mai de la même année. Comment comprendre ces attitudes tordues du gouvernement? Quelles sont les raisons de cette hausse perpétuelle et continuelle des différents budgets? Savez-vous que la session parlementaire a été convoquée le 12 novembre dernier, alors que le projet de loi de finances lui a été déposé le 25, soit 13 jours après le début de la session, en violation complète de la loi portant régime financier de l'État qui impose le délai de 15 jours au plus tard avant le début de la session. Cela nous amène à une question. Les parlementaires ont-ils véritablement pris connaissance de ce projet de loi? Point d'interrogation. À parcourir minutieusement ce projet de loi de finances, force est de constater que ce projet de loi de finances 2021 ne tient pas compte de la situation extrêmement inquiétante des régions anglophones de ce pays au vu de la future implémentation de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2031. 2030, autant pour moi. On nous a dit que le Cameroun a adopté le système budget-programme. Autrement dit, les dépenses inscrites au budget doivent financer des programmes économiques ayant un impact sur le quotidien des Camerounais. Était-ce faisable? Était-ce concrétisable? Point d'interrogation. Vraiment. Dites-moi, avez-vous un programme financé dans ce budget? Point d'interrogation. Le Cameroun développe désormais une addiction à la dette extérieure ce qui réduit notre souveraineté, surtout lorsque les tissus agricoles et industriels sont délabrés et ne peuvent produire les recettes fiscales destinées au remboursement de cette dette. Comment comprendre qu'on alloue 41 milliards pour 3 instances entre guillemets inutiles, à savoir le Sénat, le Conseil économique et social et l'Assemblée nationale? Posons-nous les bonnes questions sur l'utilisation, la destination de ces différents fonds. Comment comprendre que les dépenses de consommation des biens et services soient passées de 523,1 milliards de francs CFA en 2020 à 570,3 milliards de francs CFA en 2021, soit une augmentation de plus de 47 milliards. Grave. Comment comprendre que les frais de carburant et lubrifiants passent de 31,093 milliards de francs CFA en 2020 à 35 milliards 95 en 2021, soit une augmentation de près de 4,9 milliards de francs CFA. Pourtant, la Banque mondiale et les différents organismes se sont accordés qu'on devait réduire le train de vie de l'État. Les frais de bouche et le carburant correspondent à quel programme exactement? Puisque nous sommes inscrits dans la logique du budget-programme, les frais de bouche et de carburant correspondent à quel programme? Point d'interrogation. Comment comprendre que les frais de représentation, de mission, de réception, 20 mai, février, présentation des vœux et des cérémonies passent en pleine pandémie de Covid-19 de 58,56 milliards de francs CFA à 70,8 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 12,24 milliards de francs CFA. Mon Dieu, de très loin supérieur au budget des affaires sociales qui est de 10 milliards 549 millions. Savez-vous que les frais de représentation, de mission, de réception et de cérémonie représentent 3 fois le budget de l'Assemblée nationale? Je tiens à préciser que ces frais sont de 70,8 milliards. Ils représentent 3 fois le budget de l'Assemblée nationale qui est de 24,682 milliards de francs CFA. Ils représentent le double du budget du ministère de l'administration territoriale, l'équivalent des budgets du ministère de la Justice, 60,607 milliards, de la Cour suprême, 4 130 milliards, du ministère des Arts et de la Culture, 4 727 milliards de francs CFA réunis. À peu près l'équivalent du budget du ministère de la décentralisation, 46 milliards
88 000. Du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, 19 milliards 12 millions. Et du ministère de la Communication, 4 618 milliards de francs CFA, le tout réuni. Il faut dire que ces frais de représentation représentent 7 fois le budget du ministère des Affaires sociales. Je dis bien 7 fois le budget des Affaires sociales qui s'élève à 10 milliards 549 millions. L'équivalent du budget du ministère de l'Enseignement supérieur qui a 65 milliards 148 millions de francs CFA et du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation 6 691 milliards de francs CFA. Ce montant est supérieur au budget du ministère du Commerce, 7 496 milliards, et du ministère de l'Économie et de la Planification du Territoire, 51 milliards 245 millions réunis. Savez-vous encore, pire, que dans ce projet du budget, 180 milliards de francs CFA seront consacrés au Fonds de solidarité nationale de lutte contre la COVID-19 et ses conséquences économiques et sociales. Comment comprendre qu'on n'a déjà pas pu faire? On ne s'est pas accordé sur le bilan de la première phase du Covid, avec tout ce qu'il y a eu comme manquement et surtout les réactions, les sorties de l'honorable Jean-Michel Nitieux qui a étalé à ciel ouvert la mauvaise gestion du ministère de la Santé. Comment comprendre qu'une reddition des comptes n'a pas et n'a jamais été faite sur le Fonds de solidarité de lutte contre la COVID-19 pour l'exercice 2020 en cours? Regardons-nous droit dans les yeux et posons-nous la question de savoir quand on fait des allocations budgétaires aux centres régionaux d'hémodialyse qui se chiffrent chaque année à des milliards. Savez-vous qu'en dehors des recettes sur fonds propres, l'État du Cameroun doit mettre ou doit être en capacité de faire des emprunts de 1481 milliards de francs CFA pour combler le déficit budgétaire de 661,5 milliards de francs CFA et parer aux charges de financement et de trésorerie de près de 820 milliards de francs CFA? Point d'interrogation. Le gouvernement, certes, ils ont pensé au budget, mais dans tous les cas, ils nous ont éloignés des véritables réalités. Comment peut-on traiter de la question du budget sans que le gouvernement ne fixe les parlementaires sur l'endettement global et réel du Cameroun, qui est manifestement devenu un serpent de mer? Le budget 2021, il est voté, mais pour quel programme? Colère exprimée ce matin par Charles Amel Mbachou, mesdames et messieurs. Merci de mieux la comprendre également. Merci également d'en faire le décryptage avec nous sur ce plateau ce matin. Mais une autre collègue quand même qui nous anime pendant que nous sommes en direct sur ce plateau, c'est qu'on se dit comment est-ce qu'on peut expliquer que les entreprises de téléphonie mobile choisissent justement de s'arrêter dans des carrefours, d'ouvrir la musique autant qu'on peut ouvrir et d'indisposer les Camerounais. La preuve, à Mobile Bonapoint, au moment où nous parlons, troupe de jouissance, on est en pleine production justement dans nos studios d'Equinox Télévision et une entreprise de téléphonie mobile a choisi justement de venir se mettre en face de l'immeuble qui abrite la télévision pour faire autant de bruit, nous empêchant véritablement de travailler comme cela se doit. Qui encadre justement cette réalité aujourd'hui au Cameroun? Comment le comprendre? Alors qu'on travaille à sensibiliser les Camerounais, à côté on en a qui travaillent justement à divertir et à embrouiller le peuple camerounais. Là également, on pense être très en colère ce matin sur cette question. Si l'entreprise en question ne serait bien faire rapidement, à vite faire pour nous ce matin et nous laisser de travailler dans de bonnes conditions. Et on parle bien évidemment de la question de la répartition du budget à problème dans ce pays ce matin avec Charles Amel Mbachou. Je voudrais dans un premier temps, avant de donner la parole à Karine et Dominique Audrey, justement interpeller Bonbon Bengan Kandji premièrement là-dessus. Cette question, cette repartition telle que Charles Amel vient de décrier sur ce plateau ce matin, comment expliquez-vous? Comment expliquez-vous qu'on en soit toujours à avoir des problèmes au niveau de la répartition? Qu'est-ce qui fait problème dans la répartition au Cameroun? Parce qu'il manque de programmation. C'est tout. Depuis qu'on est sorti des plans quinquennaux, on a commencé à végéter à volo. Donc on procède par hésitation, par rafistolage, c'est tout, par tâtonnement si vous voulez, par tâtonnement. Ce budget, on a dit on va faire la priorité aux routes et autres infrastructures.
Dans l'ordre des priorités, c'est ce que le gouvernement a dit. Or, on parle de priorité des routes et autres infrastructures depuis 2003. Depuis 2003, donc le budget 2004-2005 jusqu'à aujourd'hui, priorité infrastructures routières et autres infrastructures. C'est ça la priorité là-bas. Deuxième priorité que le gouvernement a définie, c'est l'amélioration de l'offre de l'éducation. Oui. Bon, quand vous regardez donc cette chose-là, vous vous dites, et je pense que Karine nous a apporté les chiffres ici où on a vu des écoles, dans quel état les écoles étaient conçues, ou alors pour dire que c'était en fait des écoles sous l'arbre. Est-ce qu'on va donc voir si on a vraiment les députés qui vont regarder ministère de l'éducation de bas enseignement secondaire supérieur, quelle est l'offre de l'éducation? Et Charles Hamel nous a parlé de cette, je ne sais pas moi, de cette école de minières là-bas et tout. L'école de géologie. Voilà, de géologie, des sciences. Donc, priorité des priorités, routes et autres infrastructures, c'est ce qu'ils ont dit. Deuxième priorité, améliorer l'offre de l'éducation. Voilà, l'autre priorité, c'était renforcer la défense du territoire national. Même ce que vous appelez, parce que j'ai entendu certains de nos confrères dire, oui, l'offre de l'énergie, ça vient en dernière position. L'amélioration de l'offre de l'énergie vient en dernière position dans les priorités du gouvernement. Donc voilà un peu. Quand vous êtes donc comme ça, et vous avez dit on a pris l'argent quelque part, dans les banques, dans des sites. Vous dites vous allez construire des... je pense que c'est encore Karine ou Charles Hamel qui nous ont dit que Menkim, c'était prévu pour 25 milliards, maintenant ils sont à plus de 100 milliards et le barrage n'est pas encore fini. Non, donc, le barrage était en arrêt, les travaux reprennent en 2021. Voilà. Vous voyez, je veux dire que les travaux ne sont pas achevés. Même c'est pas achevé. Ce n'est pas parce qu'on avait oublié même de raccorder l'énergie au centre du Kribi, c'était la même chose. On oublie de raccorder le port de Kribi à la voie ferrée à Edea. On oublie d'améliorer la route. Mais on vous parlait toujours de priorités infrastructures routières. Donc on est revenu là pour mentir au peuple. C'est pour ça que l'on ne cessera jamais d'interpeller les députés. Maintenant, allez donc contrôler l'action du gouvernement. Soit par des fiches. Vous pouvez même dire, allez voir Nganou Djoumessi. Oui, on a dit, le gouvernement a dit, voilà, Monsieur Nganou Djoumessi, la priorité des routes et autres infrastructures, comment vous les avez catégorisées, vous les avez priorisées pour qu'ils essayent de voir. Et là, on va contrôler. Si on a dit que non, la route Babadjou-Bamenda va attendre parce que, bon, au moins, ce qu'il a appelé revêtement confortatif de l'axe Douala-Yaoundé-Bafou-Sam-Douala, bon, si c'est ça la priorité, qu'on sache que, voilà, le revêtement confortatif de cet axe-là. Mais rien. Et les députés aussi ne leur demandent pas de compte. Incroyable. Et Karine, également, il y a quand même un certain nombre de, si on peut l'appeler conflits, d'incompréhension, partant de quelques origines, de quelques réalités. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Il y a des choses qu'il faut comprendre parce que de 2010 à 2020, de la même manière que le service de la dette a augmenté au Cameroun, c'est de la même manière que le budget ne fait qu'augmenter. Parce que si on quitte de 2010 à 2570 milliards de francs CFA, alors que la dette n'était qu'à 1000 milliards environ, et vous vous rendez compte qu'en 2020, votre budget était de 4951,7 milliards de francs CFA et pourtant la dette est montée à 8826 milliards. Dites-vous bien que plus la dette augmente, plus notre budget augmente. Qu'est-ce que le budget veut rattraper? La dette ou bien? On ne sait pas beaucoup. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu 3 grandes augmentations du budget au Cameroun. En 2013, le budget a augmenté de 13% parce qu'en 2012, il était de 2800 milliards de francs CFA. Et en 2013, il est monté à 3236 milliards de francs CFA. C'était la première fois que le budget du Cameroun arrive à 3000 milliards de francs CFA. En 2016, il est monté encore à 13% parce que c'était la première fois qu'on franchit la barre de 4000 milliards de francs CFA en atteignant 4234,7 milliards de francs CFA. Et en 2019, pareil, 13% et on atteint 4951,7
milliards de francs CFA. En 2021, vous voyez bien qu'on n'est pas très loin de 2019. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que vous vous rendez compte que, vous vous rendez bien compte que les projets de 2019 n'ont pas été réalisés. Ce qui est palpable, donc ça c'est que l'augmentation de 2013 était sujet aux 156 programmes qui allaient faire composer le plan triennal spécial. Et ce plan triennal spécial allait se terminer en 2017. Sauf que nous sommes aujourd'hui en 2020 et à chaque fois on introduit encore le plan triennal spécial dans le budget. Incroyable. Dans le nouveau budget. C'est pas possible. Donc on n'en a pas terminé, on n'a pas fini. Non, c'est pas terminé. Parce que dans ce plan triennal spécial, si vous voulez, on parlait notamment du barrage de Mekine, Lompanga, Mbele et autres. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas terminé parce que ces barrages ne sont pas encore utilisés. Il y avait en 2016, on a parlé de la CAN, la préparation de la CAN féminine 2016 qui est terminée. On a parlé de la CAN 2019 avec la réhabilitation des stades de Douala, Garoua, Yaoundé et autres. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore terminé. C'est pourquoi vous voyez toujours ça figurer dans le budget. Depuis 2016, on parle de sa réhabilitation, de réhabilitation des stades de Douala, Bepanda et autres. Vous voyez bien qu'en 2019, on a réintroduit ça dans le budget de l'année. En 2020, on a réintroduit. Et en 2021 encore, c'est réintroduit parce que jusque-là, les travaux ne sont pas toujours terminés. Qu'est-ce qui peut faire problème justement à ce niveau, Dominique Audrey? Est-ce qu'il y a un problème dans la gestion des programmes? Du moins, comment vous appréciez déjà, on va dire, ce vote incongru, cette incompréhension qui entoure le budget justement de l'État du Cameroun pour 2021? Comme Père Mbomboka dit, il n'y a pas de programmation véritable parce qu'on ne se base sur rien pour décider d'augmenter ou bien de réduire les budgets. Moi, je vais commencer, comme je le disais vendredi ici, avec par exemple un exemple simple, je dirais même un exemple bête, sur au ministère des Travaux publics qui a bénéficié de quasiment la plus grosse part au niveau de l'attribution des budgets. Et la feuille de route tracée pour ce ministère, justement, était le réaménagement ou bien le fait de terminer le tronçon Maroua-Mora. Sauf que depuis 2017, je l'ai dit, la Banque mondiale avait déjà financé ces travaux-là. Comment se fait-il donc rendu en 2021, on nous dit qu'on va encore allouer un budget pour cette route-là qui est censée être terminée depuis des années? Ça, c'est pour le ministère des Travaux publics. Maintenant, au niveau du MINAS, depuis plusieurs années, ils nous ont annoncé, du moins pour 2020 à 2021, on devait axer les travaux sur la protection sociale, la réinsertion des personnes socialement vulnérables. Voilà, socialement vulnérables. Mais c'est ici encore la semaine dernière dont on parlait du problème de la carte nationale d'invalidité. Combien de Camerounais l'ont? On les compte sur les bouts des doigts. Combien d'invalides aujourd'hui savent qu'ils ont la possibilité, le droit d'avoir cette carte-là? Personne. Mais pourtant, des budgets y sont alloués. Ils nous ont dit que durant l'année 2019, le ministère des Affaires sociales ont organisé quasiment 5020 par là de réunions de sensibilisation des populations sur comment entretenir les enfants. Mais ça n'empêche que au niveau de Bonabéry, là-bas, nos jeunes sœurs, nos petites sœurs, nos filles pour la plupart, sont en train de se prostituer. Où ont été effectuées ces campagnes-là? Et les budgets alloués pour ces campagnes-là, où sont-ils passés? Parce que jusqu'ici, même à Douala, où tout ça me paraît normal, rien, personne n'en sait rien du tout. Rien du tout au niveau de ce ministère-là. On nous a également parlé de mécanismes d'activité d'éducation et de sensibilisation. Faites l'exercice, demandez à vos enfants à la maison, pour ceux qui vont à l'école ou bien pour l'année dernière, combien de fois ils ont reçu ou bien assister à des ateliers avec le ministère de ces Affaires sociales là, sur la sensibilisation à l'éducation ou bien, oui, disons simplement à l'éducation par ce ministère-là. Personne, ils ne vous diront rien, mais pourtant,
Pourtant, on vous dira qu'il y a des fonds. Monsieur Mbachou vous a parlé des casse-croûtes. On vous parle de l'argent de transport, des carburants, des frais de mission, parce que, disent-ils, ils effectuent. Mais sur le terrain, rien du tout. Ce qui est incroyable, justement, Dominique, étant donné que vous allez poursuivre, dans ce budget accordé aux missions, aux cérémonies et réceptions, c'est, comme Charlamagne Mbachou l'a très bien fait savoir, c'est 3 fois le budget de l'Assemblée nationale, c'est 2 fois le budget de l'administration territoriale, c'est un peu quasiment proche du ministère de la Justice, de la Cour suprême également, et au-dessus. C'est équivalent du ministère des budgets du ministère de la Justice, de la Cour suprême. C'est équivalent. Et du ministère des Arts et de la Culture. Voilà. Mais quand même, 2 fois le budget de l'Assemblée nationale. 7 fois le budget des affaires sociales. Incroyable. Donc peut-être avant que Dominique ne parle, je voudrais, le budget du Cameroun est divisé en 2 parties. L'investissement et le fonctionnement. Oui. Le fonctionnement est marqué par les agapes. Ça veut dire qu'en fait, le Cameroun, le gouvernement camerounais veut nous dire, chers compatriotes, nous sommes là pour manger et boire. On va revenir. Le reste, on verra. Voilà. On verra ce que ça donnera dans un instant. La centrale thermique de Kribi. On en reviendra rapidement. Merci à vous, madame, messieurs, de rester présents. Une légère pause et on vous retrouve. Bon retour à vous, mesdames et messieurs. On va poursuivre bien évidemment l'émission avec vous, tout en saluant d'ailleurs ce matin tous ceux qui nous regardent à l'ouest Cameroun, où les chefs supérieurs ne comprennent rien à la situation actuelle qui s'est déroulée il y a environ 2 semaines déjà. Une première déclaration des conseils de ces chefs qui ont choisi de faire entendre la voix de ces derniers à travers les réalités politiques, économiques, sociales et voire même sécuritaires, pourquoi pas sanitaires du Cameroun. Et quelques jours après, que d'autres chefs reviennent encore se dédire sur cette question. Les chefs sont bien évidemment en divagation à l'ouest du Cameroun. D'aucuns ne se reconnaissent pas dans ce texte-là. D'aucuns en même temps ont choisi de se taire. Et aujourd'hui, les élites sont indexées. Donc, notamment dans le département du Ndé exactement, il se dit qu'il y a une élite, d'ailleurs ministre de son État, qui semblerait justement peser de tout son poids pour pouvoir distraire absolument les chefs supérieurs, leur apporter beaucoup d'argent pour que ces derniers tentent tant bien que mal de dire le contraire de ce qui s'est passé exactement avec ces déclarations. Pourquoi corrompre ces chefs traditionnels? Pourquoi les amener effectivement à se dédire? Pourquoi ne pas cheminer sur le chemin de la vérité? Quel rôle jouent exactement les élites dans les départements de l'Ouest Cameroun aujourd'hui? Et d'ailleurs, vous avez lu Sa Majesté Fo Sokonju qui a revenu sur une lettre, mais alors explosive, qui s'est prononcée et interpelle ses chefs. Charlamagne, oui, je viens à votre suite pour dire que dans la liste des chefs qui ont rédigé, on a vu la signature des chefs de la Ménois. Oui. Les chefs de la Ménois ont dit qu'ils ne se reconnaissent pas. Là, je le dis, les chefs de la Ménois, ils ont adressé un courrier confidentiel au président de la République. Le premier point, c'est par rapport au fait qu'ils ont été marginalisés lors des régionales. Les chefs de la Ménois ont été marginalisés littéralement pendant l'organisation des élections régionales. Ils ne savent pas pourquoi. Et le deuxième point, c'est par rapport à leur nom qui figure sur une liste, sur un texte dont ils ne se reconnaissent pas. Ils ont adressé au chef de l'État et on espère que le chef de l'État prendra des mesures adéquates concernant qui a tripatouillé, qui allait déchirer la fiche de présence d'une précédente réunion pour venir coller en dessous. Dans tous les cas, la mafia. Mais surtout, nous interpellons ce qui se passe exactement dans le Ndé aujourd'hui et nous nous demandons quelle est cette élite ministre qui choisit aujourd'hui de corrompre les chefs traditionnels, mais surtout de tout faire pour laisser croire qu'elle décide en réalité. C'est très dangereux. Le jeu qui se joue aujourd'hui, Baganté, est en mouvement. Les regards y sont tournés. Suivez le mien également ce matin. Une question qui nous interpelle également, c'est la colère exprimée il y a un moment par la famille sur ce plateau. La question effectivement de la répartition du budget, un problème dans ce pays, dans le Cameroun. Et dans la gestion du programme de Dominique Audrey, vous semblez justement nous faire savoir qu'il y a une inadéquation entre le budget de fonctionnement, le budget d'investissement, mais surtout la gestion de ce budget globalement pour chaque ministère au Cameroun. Tout à fait. Aujourd'hui, pour l'année 2021 qui arrive, le ministère du Tourisme a vu son
budget régressé de moins de 4 milliards. Mais maintenant, on laisse les chiffres. Dites-moi, lorsque vous regardez le Cameroun, quels sont les aménagements, quelles sont les réhabilitations qu'on a fait sur le plan du tourisme au Cameroun? Quel est l'état du lac municipal aujourd'hui? Quels sont les travaux qui ont été engagés là-bas? Au niveau du nord, on a des sites touristiques. Qu'a fait le ministère là-bas? Rien du tout. Vous allez loin, Dominique Audrey. Hier, on a fait Longondo. Oui. Y a-t-il la représentation du ministère du Tourisme, ne serait-ce qu'avec des cartes postales? Voilà les bonnes. Voilà, par exemple. L'OMPO peut-être commence aujourd'hui, voilà, cette semaine. Le ministre du Tourisme, n'est vraiment pas... Ah non. Ils sont pas concernés. Sauf si ça ne le concerne pas. Voilà. Sauf si ce n'est pas touristique d'avoir ce genre de La réhabilitation des cartes postales, vous qui êtes, vous savez, nous à notre époque, on avait des cartes postales qu'on avait. On nous a aussi parlé. Et là, on valorisait suffisamment les photographes, malheureusement. Quand il y a la fin de l'année comme ça, j'envoie une carte postale avec une fille, voilà. Karine a évoqué également le plan triennal. Moi, je vais juste m'attarder sur le patriotisme économique. Parce que le plan triennal devait aussi favoriser cela, le patriotisme économique avec tous les jeunes artisans, tout ce qu'on pouvait avoir de Camerounais, qu'on pouvait vendre à l'extérieur. Comme aujourd'hui, même les œufs, on vous dit les œufs 100% français, le lait 100% français. Donc, la semaine dernière, je me suis rendue au marché Congo là-bas. Je voulais acheter un chapeau, un peu comme ce que Père Mbombo, que les papas portent avec les ensembles, comme le gant, là, le pantalon et un boubou. J'ai acheté le chapeau et c'est lorsque j'arrive à la maison que je me rends compte que les Chinois fabriquent ces chapeaux. Non, en fait, vous voulez nous dire que c'était chinois. Que c'était chinois. Ouais. Une fabrication chinoise. Et c'est grave, pourtant on a des artisans qui prennent la peine de tricoter. Donc aujourd'hui, on ne fait plus le tricot comme ce que Père Mbombo a sur la tête. Les Chinois sont entrés en masse et ils ont tué ça. Où est le patriotisme économique? On a des Camerounais qui ont promu les chips, les décortiqueuses, énormément de choses qu'on pouvait vendre, qui devaient faire notre fierté. Malheureusement, où sont les projets? Le budget 2021 d'ailleurs critiqué, refuté par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Issa Chirouma Bakari, parce qu'il s'en est plaint la semaine dernière que c'était insuffisant, c'était insignifiant d'ailleurs. Alors, à la question que vous posez aujourd'hui, lorsqu'on regarde seulement le budget du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, on se rend compte finalement qu'on n'en a que cuit de ce que vous allez vouloir. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Alors, avec le budget de l'année dernière. Qu'est-ce qu'ils en ont fait avant? Karine, je reviens avec vous. Peut-être à partir de 2013 pour 2020, à 2010 pour 2020. Est-ce qu'on peut comprendre vraiment comment est-ce qu'on est rentré graduellement dans l'augmentation du budget camerounais? Bon, je vais vous expliquer. Enfin, du budget au Cameroun. En 2010, le budget était 2570 milliards de francs CFA. 570 milliards de francs CFA. 2570 milliards de francs CFA. Oui. Et le projet était basé sur les investissements. Et particulièrement, le gouvernement avait centré ça sur l'énergie. Et on avait mis sur pied la construction de la centrale thermique de Kribi. Oui. En 2011, le budget était de 2571 milliards de francs CFA. Une augmentation d'environ 0,04%. Voilà. Oui. Et le PIB à cette époque-là, c'était 3,8%. Donc, et il y avait un emprunt de 353 milliards de francs CFA qu'il fallait recouvrer. Sauf que lorsque vous observez cette évolution... On a peur parce qu'on a très peu de temps. Si on évolue, on est en 2012, 2800 milliards de francs CFA. On a 2800. 2013, il y a de nouveaux projets. En termes de chiffres, quand même, on voit l'augmentation. Parce qu'on est passé de 2500 déjà, en 2000, on est à 2800. Oui. Ici, on est à plus de 4% d'évolution. Voilà, en 2013. Parce que, non, ça c'est en 2012. Maintenant, en 2013, on monte directement à 13% d'évolution parce qu'on entre à 3236 milliards de francs CFA. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'introduction des 156 budgets programmes qui devaient favoriser, qui devaient être inclus dans le plan triennal spécial. C'est-à-dire à l'intérieur, il y avait le PAGEU, le PIACI, le PIFMA, le plan triennal, le plan spécial jeune qui devait entrer à l'intérieur. Donc on sait encore l'impact aujourd'hui sans trouver. Voilà. 2014, 312 milliards de francs CFA.
pour la promotion de la croissance, la croissance est forte et durable. On devait générer des emplois, faire du Cameroun un pays émergent en 2035. Voilà là où l'émergence en 2035 a commencé. Soit 360 000 emplois à créer. 360 000 emplois à créer d'ici 2020. Maintenant, 2015, 3 746,6 milliards de francs CFA. La hausse est encore de 13%. Donc ça fait plus 434 milliards qu'on a ajouté sur le budget de 2014. Et le service de la dette était à 436 milliards de francs CFA. Ce qu'il fallait faire, c'est améliorer la politique fiscale et du climat des affaires pour la relance économique, l'amélioration du réseau routier national, le barrage de Mekine, Lompanga, Mvele. 2016, 4 234,7 milliards de francs CFA, hausse encore de plus 13%. Incroyable. Et la croissance à cette époque-là a été évaluée à 6%. Elle devait être évaluée à 6% à la fin de ce budget-là. Le barrage de Bini, de Warak, Bini Warak, Nachigal, Sondong et l'investisseur. Et on devait parler aussi du plan triennal avec la lutte contre Boko Haram, la CAN 2016, la CAN 2019, la réhabilitation des stades de Douala, Bepanda, Garoua et ainsi de suite. Maintenant, 2017, on monte 4 373,8 milliards de francs CFA. Maintenant, on a fait des dépenses et il y a eu les dépenses supplémentaires de 414,3 milliards de francs CFA. Le Cameroun est doux, hein? Qui ont dépassé. Donc l'argent qu'on avait prévu était petit. On a augmenté. 2018, 4 513,5 milliards de francs CFA qu'on a augmenté au mois de juin à 4 689,5 milliards de francs CFA. Ouais. Voilà. 2019, on arrive à 4 850,5 milliards de francs CFA. Tout ça pour bien être président ivoire. Oui. Et c'est cette année, il fallait qu'on nous donne. C'est cette année qu'on devait nous donner maintenant le rapport du plan triennal jeune et autres là. On n'a rien eu. En 2019. Oui. C'était en réalité la fin du premier programme triennal. Très bien. Donc on devait être... 2020. 4 951,7 milliards de francs CFA. Bon, on nous a dit... Hors Covid. Oui, hors Covid. Parce qu'on nous a quand même dit qu'il y a de l'argent qui a été remonté pour la gestion du Covid, mais qui n'est pas entré dans le budget. Donc, on ne connaît pas vraiment, finalement, le budget de l'année 2020. Voilà. Maintenant, 2021, 4 865,2 milliards de francs CFA. On se rapproche un peu de 2019. Est-ce que le Covid est entré en 2021, là? En phase 2. Incroyable. Mais n'oubliez pas, parce que je le réitère, n'oubliez pas que cette évolution est fonction de l'évolution du service de la dette. Il ne faut pas oublier. Parce que le service de la dette en 2010 était de 1510 milliards. En 2011, 2232 milliards. 2012, 2449,6 milliards. 2013, 2500 milliards. 2014, 3726 milliards. 2018, 7131 milliards. 2019, 8384 milliards. Et 2020, 8826 milliards de francs CFA en avril. Et c'est passé à 10 164 au mois de septembre. On va dire qu'on est défaitiste, qu'on est fataliste, camerounais, préparez-vous à mourir. Voilà. Que les Camerounais se préparent à mourir si eux-mêmes, les Camerounais qui nous regardent ce matin, ne prennent pas conscience de ceux qui nous gèrent, de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui tiennent le haut du pompon économique aujourd'hui au Cameroun. Et nous interpellons bien évidemment ce matin le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire en même temps, M. Alamine Ousmane Mey. S'il peut au moins, pour un temps soit peu, justifier aux Camerounais pourquoi cette augmentation permanente. Et surtout, qu'est-ce qu'on dit de la situation? On parlera même de la qualité de la vie des Camerounais aujourd'hui. Où en sommes-nous, le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire? Au-delà, justement, on interpelle le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Pourquoi cette augmentation en permanence? Où en sommes-nous? Quels sont les axes prioritaires? Quelles sont les évaluations justement faites depuis 2010 à 2020 aujourd'hui pour qu'on en soit 2021? Mais surtout, on interpelle le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Tif Joseph Diongouté. Sommes-nous sérieux effectivement dans ce pays avec un pareil budget?
où les Camerounais eux-mêmes sont surpris par le budget. On est surpris par les augmentations de 2013 à 2020. Prenons seulement le plan triennal jeune. C'est pas fini, hein, parce que le MINREX annonce un plan triennal spécial jeune diaspora. Aïe, aïe, voilà. aïe. Où en sommes-nous? Mais attendez, à un moment donné, heureusement que nous savons que les députés ne servent à rien au Cameroun, en réalité, que l'on ne voit pas cela comme une insulte, mais Charles a même battu. Sincèrement, les Camerounais qui nous écoutent ce matin, nous regardent, doivent-ils rester muets devant une pareille situation? Si oui, pourquoi? Sinon, que doivent-ils faire? Monsieur Michel Ngadio, quand vous vous rendez compte qu'on a atteint 5 000 milliards en 2020, parce qu'on est à 4 951, 4 951 pouces, hors Covid et tout, vous voyez, on se retrouve à avoir atteint le summum. C'est pour quel type de programme? C'est la première question que je vais vous poser. Monsieur Michel Ngadio, nous avons eu le PIC, nous avons eu le PAGU, on a eu le PIDMA, on a eu le PIFMAS, il y a eu une panoplie qui nous ont entraînés vers où, vous savez, des réalisations, comme on dit au quartier, Ngankong, on n'a rien compris et nous sommes en train de lire. Vous avez des personnes qui ont consommé ces différents budgets, vous avez des personnes qui se sont assis, qui ont géré cela comme étant la cuisine de leurs parents, mais c'est rentré dans les différents budgets, dans les différents programmes. Vous savez, monsieur Michel Ngadio, l'année dernière, il y a eu le programme comme par la carte biométrique, ça a été tout un programme qu'il fallait se balader, présenter, donner aux gens qui font la carte biométrique. Allez voir l'argent qui a été décaissé pour la gestion d'un tel programme, vous allez vous rendre compte que là, oh là là, nous sommes en train de frôler véritablement la masse. Quand on vous dit que, monsieur Michel Ngadio, vous avez pour le MINPESA, le ministère des petites et moyennes entreprises, qui au lieu de se focaliser sur l'inventaire, le recensement du travail, l'accompagnement, booster ce secteur, on vous dit qu'ils vont organiser des forums, des colloques, des forats où ils vont discuter, faire la fête, consommer. Mais allez voir les différents programmes. Vous allez vous réaliser, voilà les artistes. On a fini une année hors Covid, mais forcément, ils devaient avoir de l'argent. Il devait avoir de l'argent parce que tout ce qui était prévu comme cérémonie, tout ce qui était prévu n'a pas été fait. L'argent a été orienté où? Dans le budget 2021. On ne dit rien au Cameroun. Les députés ont posé des questions, on va dire pendant les questions orales, hein, lors de la dernière session ordinaire. Et préciser que ce n'est pas tous les ministres qui ont déféré. Il y a des ministres qui choisissaient les jours où ils devaient passer. Parfois, ils envoyaient leurs représentants. Incroyable. Oui. Bonbon Bengan, aujourd'hui, la question trivialement est posée. Honnêtement, avant qu'on ne revienne à Charlemagne, un instant Charlemagne, vous me permettez, Paul Biya est-il le vrai choix, le meilleur choix pour les Camerounais au regard de la situation économique actuelle, avec ce budget en augmentation depuis 2020, 2010, les Camerounais prennent-ils conscience de qui nous gère? Peut-être oui, parce que la répression est sauvage, s'ils tentent de sortir. Mais il faut analyser les serments. Paul Biya a déjà prêté serment, je pense, au moins 6 fois. Pour dire quoi? Cette fois déjà. 7 fois pour dire quoi? Je prends seulement un seul exemple. Il enlève M. Moutazé au plan, il l'envoie aux finances. Il enlève celui des finances, il l'envoie au plan. C'est pour résoudre quel problème? Est-ce que celui des finances bloquait l'argent qui devait aller au plan? Est-ce que celui du plan n'élaborait pas des problèmes pour bénéficier des finances? Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Mais les chaises musicales, les choses, c'est pour faire quoi? Incroyable. Puisque en fait, ils sont dans le même gouvernement, avec à l'époque le même Premier ministre, ils étaient pour faire quoi? C'est ce qu'on appelle le tâtonnement. Quand on tâtonne, on ne sait pas. Et un exemple, je termine par là. Vendredi, le 9 novembre 2011, il fait un gouvernement. Vous savez ce qu'il a fait quelques temps après? Non. Il réunit un conseil des ministres, il fait une communication spéciale. Que chaque ministre, je donne 6 mois à chaque ministre pour me dire pourquoi je l'ai nommé et pour me dire ce que lui compte faire là où je l'ai nommé. Bon, vous voyez, vous nommez un gouvernement, vous ne savez pas pourquoi vous nommez un gouvernement. C'est moi qui viens vous dire que bon, comme vous avez nommé, bon, et là maintenant il reste, quand vous faites, chaque ministre a quand même venu avec vous faire des routes, il a dit, je verrai
avec la possibilité des moyens, au regard des moyens que je disposerai, comment on va se déployer. Voilà comment on gère d'autres. Charlemagne, les Camerounais doivent-ils se réveiller, demander des comptes à la fois aux députés, à la fois aux dirigeants de ce pays, ou ils doivent continuer à rester mieux comme ils le sont? Je pense qu'il devrait demander que les frais de représentation, fonctionnement, traitement, indemnité qui va tourner dans les 570 milliards qu'on essaie de mettre à zéro. Le Cameroun n'a pas besoin de fêtes. En ce moment. Le Cameroun n'a pas besoin de dépenses, on n'en a pas besoin, monsieur, 70%, on n'en a pas besoin en ce moment, monsieur Michel Ngadio. Vous savez, la croissance économique est négative au Cameroun. Il serait important pour nous de revenir à l'équilibre. Et pour revenir à l'équilibre, on s'attendait à ce que le budget 2021 soit précédé par un package de relance, c'est-à-dire un paquet de relance centré sur le pouvoir d'achat, la relance de la consommation des produits locaux et surtout sur la PME, les PME et les TPME. C'était à ce niveau qu'on devait se baser pour essayer d'enrayer la croissance économique négative et repenser, monsieur Michel Ngadio, à travers des mesures et des réformes, la relance de l'économie. Lorsque vous parcourez le plan de stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, vous vous rendez compte que c'est bon, on a discuté sur ce plateau, mais on s'est rendu compte que s'il n'y a pas un ensemble des réformes, il n'y a pas un ensemble de tous les secteurs, on ne pourra pas s'en sortir. Mais 2021 fait la belle part aux dépenses de fonctionnement, traitement des fonctionnaires, frais de bouche, carburant, frais de mission. Pourtant, dans notre pays, la croissance économique peut être stimulée et boostée à partir des collectivités locales, 1, de l'artisanat, 2, des TPME et des PME de la production. Dites-moi, monsieur Michel Ngadio, à quel niveau booste-t-on l'activité économique au Cameroun? Donnez-moi un seul secteur. On a dit l'énergie. Bon, vous avez dit tout à l'heure que le secteur énergétique. Vous me la posé la question, monsieur Michel Ngadio, le plan de stratégie nationale de développement 2030 qui a remplacé le DSCE a opté pour l'industrialisation du Cameroun à l'horizon 2030. Dans le budget 2021, on inscrit ça où? Dernier, voilà le dernier, il est à l'horizon 2030, le plan de stratégie nationale. Mais si dans le budget 2021 on ne commence pas à implémenter toutes ces différentes réformes, nous sommes là. Nous avons, monsieur Michel Ngadio, dans le budget, nous fonctionnons en budget programme. Prenez le secteur de l'agriculture. Dites-moi, l'élevage de pêche et tout ce que vous voulez, dites-moi, les filières comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la pisciculture, la riziculture, les énergies renouvelables, la construction des logements sociaux. Le budget, on a pensé à ça? Je voudrais justement... Enfin, les 17 000 logements, vous êtes à 1717, vous ne le voyez pas. Regardons chez Cameroun. Il était prévu 17 000 logements sociaux, monsieur Michel Ngadio, dans les différents budgets. Aujourd'hui, on est qu'à 1700. On parle de logements sociaux, pourtant, on a un ministre du développement... de l'habitat et du développement urbain aujourd'hui, on n'en parle pas, c'est bien grave. Mais je voudrais simplement interpeller les Camerounais ce matin sur, on parlera de l'obésité du RDPC au sein du Parlement aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi les élections de février dernier ont été justement un enjeu important pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais au Cameroun pour ce qu'on appelle la conservation du pouvoir à la fois économique. Il ne faut pas qu'on les juge en réalité. Il ne faut pas qu'on se pose des questions sur la gestion des affaires de l'État. Alors, il faudrait donc avoir cette obésité au sein du Parlement, mettre en minorité les partis de l'opposition et continuer justement la gabégie dans la gabégie, on va dire économique aujourd'hui, une gestion à tâtons de notre pays. Est-ce qu'on comprend enfin comment ça se passe? Parce que c'est justement au sein de ce Parlement que le Premier ministre est allé justifier ce budget 2021 et qui est contesté et qui est refuté et qui a énormément d'incongruités et dont les Camerounais eux-mêmes ne se retrouvent pas pour leur bien-être dans ce budget 2021. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va prendre tel message des Camerounais, Karine? Peut-être pour comprendre ce qu'il dit, ce qu'il pense. Ils sont très affûtés sur la question. C'est très important. Vraiment, les gens qui nous dirigent n'ont plus honte. Non seulement ils nous pondent un budget dont plus de 50% est destiné au fonctionnement de l'État, mais en plus, ils nous pondent aussi des programmes du genre DSCE et SND 30. Donc, le budget, c'est pour eux et les programmes fallacieux, c'est pour nous enfumer. Entre 2017 et 2020, le ministère des Travaux publics a eu un budget de plus de 1000 milliards de francs CFA
CFA. Oui. Et à chaque fois, il justifie ça en disant qu'on veut construire les routes. Mais entre 2014 et 2020, ils ont fait 40 km de route entre Douala et Yaoundé, soit 6,6 km de route par an. La décentralisation doit représenter 18% du budget sur 864 milliards. Mais ils ont débloqué 232 et le gouvernement va gérer le reste car, comme ils disent, les collectivités territoriales ne disposent pas assez de compétences pour gérer les projets. Donc, on nous demande d'aller élire les gens qui ne sont pas compétents pour nous gérer. Formidable. Des milliards et des milliards, mais la famine et le manque d'eau potable et les soins de santé vont nous tuer. Vive ceux qui votent le R. On attend seulement la facture des vins et champagne pour les fêtes de fin d'année à Etoudi. Trois fois supérieur, trois fois le budget de l'Assemblée nationale. Vous avez vu M. Michel Ngachou, nous on est passé à côté de quelque chose entre 2010 et 1000 milliards pour les travaux publics. Aucun travail. Vraiment. On a vu que le travail public. Vraiment. Non, mais Même l'autoroute Yaoundé-Simalan, on allait prendre une image au Togo. J'ai pris un Togo pour venir mettre. Monsieur Mbachouri, si tu viens nous mettre en colère avec ses colères, car ils sont tirés message. Un autre message. L'histoire du budget, si les petits copains du gouvernement vont s'asseoir, chacun évalue ses besoins personnels et ils somment. Et une fois que ceci est dispo, ils se le partagent. Tatiana Clara. Vendons le pays si on partage l'argent, à chacun se débrouille que chacun se débrouille dans les voisins. Qui l'a acheté ça? En 2021, ils font comment pour augmenter le budget avec coronavirus d'ailleurs et une économie extrovertie? On fait ça comment? Peu de Camerounais lisent les projets de finances dans leur pays. C'est triste. J'ai lu cela au Cameroun. Le Cameroun est un pays lourdement endetté et qui encore est endetté. Les Camerounais devraient lire plus. C'est disponible sur la page de l'Assemblée nationale. Mais peut-être les Camerounais devraient lire plus. Mais maintenant, il va falloir que, effectivement, les députés de l'opposition aujourd'hui, bien qu'ils soient minoritaires au sein du Parlement, même si pour beaucoup ils ne représentent rien, parce que ça en fait ça à quoi représentent les députés au Cameroun, qu'ils prennent sur eux de prendre d'assaut les médias au Cameroun pour expliquer au peuple que tel élément et tel élément, on vous vole, on vous ment. Soyez, ouvrez les yeux. Bon, monsieur Niche l'a fait avec le MinSanté. Non, bah attendez, Niche l'a fait avec le MinSanté. Mais d'aucuns pensent aujourd'hui que c'est une cabale contre le MinSanté. Mais que monsieur Niche... Ceux qui disent que c'est la cabale qui apporte des comptes... Non, que monsieur Niche qui a le budget également, le petit budget qu'on lui donne, prenne la peine de venir s'asseoir à Equinox, n'est-ce pas? Et qu'il explique justement chaque élément aux Camerounais. Que les Camerounais sachent exactement où se trouve le vol, l'arnaque. Et on ne les entend pas pourquoi là maintenant. Oui, mais les références, ça ne suffit pas. Qu'il vienne s'asseoir et qu'il explique aux Camerounais en leur disant: je vous parle en tant que député de l'opposition, député de la nation. Voici ce en quoi on vous ment. Pourquoi? Parce qu'on sait que beaucoup de députés aujourd'hui, c'est leur siège, ce sont les avoirs, ce sont les avantages qu'ils ont et on s'en fout du peuple en réalité. Et c'est très dangereux. Karine. Le Cameroun est un bébé né à 6 mois, croyez-moi. Comme il n'y a pas de couveuse, il souffre beaucoup et risque de ne pas vivre ou non. Un autre message, c'est pas très évident. Hein. Beaucoup de le messages. problème avec cette histoire est un enfant qui va naître hors mariage. Ce n'est pas trop le problème de sexualité, car si la fille est enceinte, ça veut dire qu'elle est au moins biologiquement mature pour avoir des relations sexuelles. En plus, elle a eu des rapports sexuels consentis. Les familles doivent regarder au-delà de la religion et même au-delà de on va dire quoi et voir l'avenir de cet enfant qui va naître. Si ce grand-père en devenir refuse au nom de sa religion musulmane un enfant même né hors mariage, alors il est bon de se demander en quel Dieu il croit, car Dieu est amour. Les jeunes ont certes fauté, mais ils ont besoin d'encadrement de leurs familles respectives. Jeannette. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a la colère d'un parent qui a l'impression qu'un autre a bousillé l'avenir de son enfant. Parce que celui qui appelle en disant: ma fille n'ira plus à l'université. Elle ne va pas faire cours. Voici une année qu'elle a perdue. Elle va être couchée à la maison. Toi toi l'auteur comment on va dire, toi qui as détruit la vie de ma fille, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il est même conscient de sa charge? Est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il est même conscient? Donc, en prenant uniquement l'aspect de la religion,
oui, c'est un facteur important, mais il faut tenir compte aussi des attentes. Je crois que s'il avait dit, papa, il n'y a pas de problème, nous allons continuer notre vie, nous allons la vivre, je reviendrai avec les membres de ma famille dans un premier temps pour l'apaisement, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme les jeunes aujourd'hui parlent en jeu, en moi, le monton-son n'existe pas, comme on disait, parce que nous on a fait le cours monton-son, matassa. Donc on nous enseignait ce principe. Votre. On chantait, c'était une chanson. Merci beaucoup. Même avec la Covid où toute activité s'est arrêtée pour au moins 2 ans, les Camers ont le courage d'augmenter le budget des fêtes. En tout cas, j'ai déjà vendu mon passeport pour la RCA. Est-ce que ce gouvernement sait inventer des concepts? Tout ça pour voler davantage au détriment de la population qui souffre au quotidien. Moi, je connais un gars comme ça qui a enceinté une fille. La famille de la fille a demandé à le rencontrer. Il est venu et a carrément dit au père, je vais m'occuper de mon enfant et je ne vais pas l'épouser. Le courage, Marie-Claude. Ben écoutez, nous aussi dans les familles, on a eu des cas pareils. On enceinte votre petite sœur. Vous êtes outré, vous êtes choqué, bon Bengan, vous débarquez chez le garçon en réalité, vous demandez simplement, vous le père, hein, vous débarquez chez le garçon, vous dites bon, bonjour, on voudrait vous rencontrer, on a un enfant qui est à l'hôpital depuis un petit moment, qu'est-ce que vous en avez fait? L'enfant dit vraiment, ça me savait même pas ce qu'on faisait. Je lui avais même dit que non, moi seulement. Vous imaginez, ça peut faire rire Dominique, mais vous imaginez le choc que le parent peut avoir lorsqu'il voit son enfant, surtout sa fille qu'il aime tant, en train d'être désorienté. Ça c'est hein, pardon? Ça fait très mal. Il est mature, il peut faire la prison. Non, je parle de l'attitude du père, parce que le père qui aime tellement sa fille, vous savez, les relations de père et fils c'est très compliqué. Il voit sa fille, comment la vie est en train de vouloir l'échapper. C'est pas parce qu'elle a fait un bébé que sa vie va l'échapper. Mais on va non plus faire comme si c'était une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une couronne qu'on a mis sur sa tête, non, du tout. Je dis bien qu'elle peut continuer sa vie après avoir enfanté. C'est pas comme si tout était fini pour elle. Parce que là, on est en train de faire comme si elle ne se marie pas avec ce gars-là, vraiment, elle ne sera rien. Le gars peut faire comme ça, il disparaît parce qu'il ne veut pas donner l'information. On ne le voit plus jamais. Elle va faire comment de son enfant? Merci beaucoup, Karine. Ceux qui sont en train d'écouter, qui n'ont pas encore. On ne dit pas qu'elle va mourir, mais il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu. Elle peut même aimer son enfant, mais elle est dans quel environnement? Qui va s'occuper de son enfant quand elle aura besoin de continuer les études? Voilà des charges, il y aura des charges supplémentaires qui vont arriver. Et il faudrait justement être prêt à ça. Merci à vous, merci infiniment. La question, bien évidemment, de la répartition du budget à problème au Cameroun, on va retenir quand même, au-delà de tout, qu'il y a 3 instances en réalité qui ne servent à rien. Mais surtout cette instance qu'on appelle le Conseil économique et social. Il y a 2 personnes là-bas, M. Nzete Emmanuel et M. Ayan Luc. Alors, on a voté un budget pour le Conseil économique et social. Les Camerounais, sincèrement, demandent à M. Nzete, M. Ayan Luc nous dit exactement pourquoi il prend cet argent pour 2021, à quoi ça va servir. On en reparle. Et nous saluons bien évidemment ce matin la présence de Consti Lamine avec nous, avec le concept Salaka. Consti, bonjour. Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Vous avez encore ce matin le tapis de braise, hein? Bien entendu Michel Gatchou, on a encore et encore les tapis de braise, comme tu l'as si bien dit. Hein. C'est un produit innovant, c'est un produit tout nouveau qui est en vente du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. On peut d'ailleurs apercevoir à travers l'écran la démonstration, l'utilisation de ces tapis de braise. Comment les utilise-t-on? Il faut tout simplement les
posez sur le grillage, que ce soit sur le barbecue, que ce soit sur le four de cuisine. Vous posez votre tapis de braise, vous posez les aliments, que ce soit le poisson, que ce soit les boulettes de viande, que ce soit c'est-à-dire la viande de bœuf, que ce soit le poulet. On peut bien entendu, chers téléspectateurs, utiliser son tapis de braise sans avoir de problème. C'est quoi la particularité de ce tapis de braise? Il ne colle pas. Ce tapis de braise que voici, chers téléspectateurs, il ne colle pas. Le tapis de braise vendu du côté bien sûr du magasin 1001 tapis a cette particularité-là. Également, on n'a plus besoin d'utiliser assez d'huile quand on veut faire la braise. C'est donc un tapis de braise que je conseille à tous ceux-là qui sont les diabétiques, à tous ceux-là qui ne veulent pas manger gras, mais qui aiment la grillade. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser assez d'huile pour faire sa braise. Ce tapis de braise est de très, très bonne qualité. Il est en vente au magasin 1001 tapis. Regardez comment il se présente. Je rappelle que ce tapis de braise résiste aux flammes les plus puissantes. Il ne se brûle pas. Oui, il vous permet d'avoir une braise de qualité, une braise dorée. Oh là 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 là. Le tapis de braise vendu au concept Salaka est un produit innovant. J'invite ce matin les restaurateurs, les hôteliers, les particuliers, ceux qui font dans la grillade, quel que soit l'endroit où vous êtes, commandez ce tapis de braise dès à présent. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de l'avoir à la maison. C'est l'occasion plus que jamais de se sentir à l'aise dans sa grillade. Oh là 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 là. Mototenye sengalemba tatan. Bien gambiana concept Salaka. Et ben lambola peña. Babelemona tapis de braise. Min tapis de braise. Et donc dit ouais. Wawelendemo omonia grillage. Vous le posez sur le grillage comme ça. Et vous mettez le poisson, vous mettez la viande, quel que soit l'aliment à griller, vous allez voir en quelques temps, non seulement c'est rapide, ça rend doré vos aliments, ça permet également de ne pas avoir des aliments gras. C'est un tapis de braise de qualité supérieure. Le prix normal de ce tapis de braise que j'ai entre mes mains est de 13 500 francs. Le prix de la promotion, chers téléspectateurs, est de 10 000. Le prix de lancement de la double réduction est de 8 500 francs. Le tapis de braise qui est en vente au magasin 1001 tapis. La situation, vous l'aurez tout à l'heure, les numéros de téléphone également. Alors n'hésitez surtout pas, venez au magasin 1001 tapis et commandez dès à présent votre tapis de braise au prix de 8 500 francs. Le tapis de braise, il est en promotion, il est en double réduction, c'est tout nouveau, c'est neuf, il est de très bonne qualité, il est conseillé par tout un chacun. Je vous le conseille également ce matin. Vous l'avez à 8 500 francs, votre tapis de braise, au lieu de 10 000. C'est justement, merci beaucoup Consti Lamine avec ce joli cadeau que vous me faites encore ce matin. Restez des notes mesdames et messieurs, puisqu'on vous le rappelle également, Amnesty International interpelle le Cameroun aujourd'hui sur un certain nombre de faits. L'organisation affirme que sur au moins ces 500 personnes arrêtées, au moins 160 dont elle exige la libération sont toujours en détention aujourd'hui. Et on se pose aussi la question de savoir, c'est vrai, on ne va pas se demander pourquoi ce n'est que maintenant qu'Amnesty International se prononce. On le sait depuis un petit moment sur les nombreuses exactions posées par le gouvernement camerounais aujourd'hui, et on dira même les conditions arbitraires portées sur l'opposition camerounaise et même sur les détenus camerounais. Pourquoi ce n'est que maintenant qu'Amnesty International se prononce? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi pendant 3 mois le professeur Maurice Kamto a été détenu justement en résidence surveillée et on n'a pas entendu les organisations internationales? Pourquoi ce n'est qu'après sa libération que l'on voit ces organisations internationales se lever maintenant et faire justement chorus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça ne sent pas justement une mascarade? Est-ce que ça ne sent pas une complicité justement avec le gouvernement camerounais? Est-ce que ce n'est pas la preuve en même temps que pendant que le fait est là, on ne vous entend pas? Une fois on a levé l'écrou, on vous entend maintenant. On se pose la question, à qui servent-ils véritablement? Le peuple ou leurs propres intérêts? La rubrique des réseaux sociaux, la rubrique consacrée justement à la revue des réseaux sociaux Carré Santia, ce matin c'est avec vous.
On s'intéresse d'abord en politique. On parle de Serge Nana Branco, qui a été rendu star dans le département du Ndé. Libéré de la prison de Kondengui le 4 décembre dernier, le militant du MRC a décidé de rentrer dans son village et il sera stoppé net à l'entrée de la ville de Banganté alors que les conducteurs de mototaxi célébraient son retour. Une manifestation qui n'a pas été au goût des autorités administratives de la localité. Il a été obligé de rentrer dans sa ville natale à pied. Voilà, on peut le voir en image. Et vous nous racontez également... Ça, c'est les images de sa libération. Là, oui. C'est les images du moment où on l'a fait sortir du véhicule pour marcher parce que... non, on lui interdit d'entrer dans la ville avec... la voiture parce que... Non, il était avec suivi. Le cortège. Il n'avait pas de cortège. Il dit qu'il n'avait pas de cortège. Oui. Il était juste suivi par les conducteurs de moto qui célébraient son retour. Donc, on a interdit qu'il entre de cette façon-là. Il a dû faire chemin à pied. Alors, Dominique Audrey, lorsque vous décidez de rentrer dans votre village, après avoir fait 3 ans de prison, vous dites, bon d'accord, je vais dans mon village, je prends ma petite voiture, je vais au village, on apprend que vous arrivez, les mototaxis vont vous accompagner, et le préfet, le sous-préfet, le commandant, et tout ça se met en route que vous n'entrez pas. C'est quoi ce pays dans lequel on vit? Comment vous comprenez ça? Manifestation non autorisée, c'est le Cameroun. Tentative d'insurrection et tout ça. Ouais. C'est tout. Vous voulez qu'on explique ça comment? C'est un peu comme si vous demandiez aux gens d'expliquer pourquoi le ciel est bleu. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est incompréhensible et inexplicable qu'on interdise à monsieur Nana Branco de rentrer dans son village. Bon, maintenant, il est du MRC. Donc, tout ce qui a trait au MRC est dérangeant, c'est gênant. Donc, maintenant, si vous appartenez au MRC et que vous décidez d'aller au marché et que les mamans au marché commencent à crier, je ne sais pas qui, peut-être Dieu, on va sortir l'artillerie lourde là et on va vous... N'acclamez pas Dieu. Non, c'est un trouble à l'ordre public, vraiment, c'est... Taisez-vous. Alors, Charles Abel, on muselle tout, on muselle même les sympathisants et militants d'un parti de l'opposition au Cameroun. De quoi a peur le régime de Yaoundé? Alors, monsieur Michel Ngatio, vous parlez de Banganté, lorsqu'il y a souvent des rencontres entre les membres des quartiers, entre 2 quartiers ou 2 villages, l'équipe qui gagne vient avec ses bensikines, il rentre en faisant le tour de Banganté, parler encore, dans tout Banganté. Je n'ai jamais vu le préfet, le sous-préfet, le commandant sortir et interdire ces troubles à l'ordre. Ça, c'est important de le dire. Vous avez des élites qui, lorsqu'elles arrivent dans le département du Ndé, mobilisent toute l'élite, le gratin, permettez-moi, pour le gratin politique, chef de quartier, chef de commissaire. Vous voyez, on les mobilise, ils mettent des hommes à disposition. Vous voyez comment on croit même que ces élites, à des moments, c'est même des représentants du chef de l'État. Pourtant, il n'en est rien. Ils arrivent avec des cortèges, jamais on a interpellé. Pourtant, c'est un trouble à l'ordre. Vous avez les célébrations des mariages, des dots et consorts. Il y a toujours des attroupements, des tours de ville et tout. Jamais on a interpellé en disant c'est un trouble à l'ordre public. Partant de ce fait, et en arrivant au cas de Serge Branco, Nana Branco, vous vous rendez compte que donc, volontairement, il y a un acte qui a délibérément été posé. Ça suppose qu'à ces alentours, on savait qu'il devait venir, quand est-ce qu'il devait venir, comment est-ce qu'ils avaient prévu entrer. On était au courant de l'armada ou de la fanfare qu'il devait faire. Sauf qu'ils oublient que Nana Branco, avant de se retrouver là où il s'est retrouvé, c'est quelqu'un de très dynamique dans le Ndé, c'est quelqu'un de très populaire dans le Ndé, très populaire dans le Ndé. C'est un mobilisateur qui a été pendant longtemps utilisé par certaines forces vives. J'emploie maintenant l'expression politique du Ndé. Il a été utilisé parce que ce gars a des capacités de rassemblement dont vous ne pouvez vous imaginer.
S'il décide de s'installer dans le D, je peux vous rassurer, M. Michel Ngachou, que le RDPC aura fort à faire parce que la période de tribulation qu'il a eu à traverser dans les différentes prisons du Cameroun, partir de Konengala, en fou et tout et consort, ça lui aura pris beaucoup de choses. Et cette expérience, il va le mettre au service des différentes personnes, partant du principe du non, parce que vous le savez, plusieurs de ces vidéos ont circulé sur la toile où il dénonçait en indiquant les différents noms des personnes qui sont retrouvées. Donc, vivement que les autorités apprennent à composer avec l'opposition, l'opposition qui propose, l'opposition qui s'oppose aussi. Permettez-moi d'employer ces expressions. Puisque les autorités sont acquis à la non, je dis que les autorités apprennent à Monsieur Michel Ngachou. Nous avons... Est-ce qu'ils veulent composer? Ils ne sont pas dans la composition. Nous avons connu des élites qui à l'époque étaient ministres, étaient plus sauvages et barbares. Allez voir dans quel état ils vivent dans le Ndé. Ce n'est pas moi qui vais le dire parce qu'on est dans le bâtiment du Ndé. Allez voir comment c'est. Il y a un même qui était décédé. Allez voir dans quelles conditions ils vivent. Aujourd'hui, il faut servir une cause. La cause de tous et non la cause individuelle. Mais on a l'impression qu'ils ne servent que la cause individuelle. Raison pour laquelle je demande à ces autorités de composer avec les partis qui proposent, les partis d'opposition qui proposent et les partis d'opposition qui s'opposent. Voilà. Maman Bengan, on a entendu justement Serge Branco ce matin sur les antennes de Radio Equinox et il nous a raconté d'ailleurs un moment fort de sa détention au niveau du secrétariat d'État à la Défense où il a parlé effectivement des tortures qu'il a sévies et que l'on prenne des câbles électriques, que l'on branche, permettez, le thème peut être très dur, que l'on branche sur ses testicules, que l'on prenne des frondes et que l'on frappe ses testicules en permanence. On parle bien du secrétariat d'État à la Défense. Alors finalement, c'est quoi ce traitement inhumain des Camerounais dans un pays qui se veut être respectueux des droits de l'homme et du détenu de prison? Je parle même du cas de Serge Branco. Et il a bien cité le secrétariat d'État à la Défense. C'est quoi ce pays, Mbombo Benga? Mais c'est ce pays-là que Amnesty International dénonce le fonctionnement et le traitement, vous avez dit, inhumain des détenus. Non, nous sommes dans un environnement de répression de telle manière que lorsque vous avez subi un certain nombre de choses, vous ne puissiez plus vous lever demain matin. Et c'est donc surprenant de voir un Camerounais, pour le cas de Nana Branco, malgré ces services-là, il est droit dans ses bottes, il a la tête. Il nous a dit que ce n'était que l'échauffement. Donc il est prêt. Le combat ne fait que commencer. Absolument. Vous ne connaissez pas ça, il dit justement à la fin de l'interview que ce n'était que l'échauffement parce que soit il meurt, soit on passe à autre chose. Et il faut préciser qu'après l'émission, on a reçu plein de coups de fil où des gens me demandent de leur donner le numéro de Serge Branco. Mais qu'est-ce qui vous fait savoir qu'en donnant le numéro de Serge Branco qui n'est pas populaire, vous ne parlez pas au renseignement entre guillemets? Non, il n'a pas peur des renseignements, je vous voulez donner. Non, c'est le... Il faut mettre le règne de la répression, de la terreur. Ouais. Il faut terroriser. Quand vous sortez de Americano, de là, bon, vous dites... Ce n'est pas un snap à mon Dieu merci, voilà. Parce que quand ils vont voir... Americano, non, c'est pas le nom d'un snack bar. C'est un centre de torture. Ah, j'en sais quelque chose. 90, 92. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous y a fait? Ah bon, on va vous raconter ça. De toutes les manières, on est sorti de l'avant-hier. Donc, non, non, monsieur Nana Serge Branco, il parle avec la tête et on voit la détermination des citoyens qui vous dit je n'ai même pas encore commencé, je veux le faire. En réalité, c'est ce comportement-là, c'est ce type de comportement qui a fait en sorte que le pouvoir émiette l'Union des populations du Cameroun. Oui. Parce que là-bas, ils ont introduit une âme, pour que l'UPC c'est une âme. Et quand ils voient donc, ils pensaient avoir tué l'UPC, ils voient que ça peut émerger ailleurs. Donc, ils voient au sein des membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun une âme patriotique qui est en train de s'encrustrer. Et c'est difficile d'enlever cette âme-là. Il faut donc tuer ça dans l'œuf. Parce que et il a dit quelque chose de fondamental, dit quand on m'a arrêté, j'étais en sous-vêtements, il a utilisé un mot, mais c'est le MRC qui m'a habillé, qui m'a nourri, qui m'a apporté des vêtements.
Et qui m'a libéré. Voilà, c'est ce comportement du P6 là qui est en train d'être transposé là-bas. Si ça tient, le pouvoir estime qu'il n'y aura plus pour longtemps. Donc il faut tuer ça dans l'œuf. Ce qui est impossible en même temps, parce que les Camerounais aujourd'hui ont pris conscience, les Camerounais savent exactement ce qu'ils veulent et chaque jour nous travaillons à l'éveil des consciences camerounaises. Nous n'appartenons à aucun parti politique, mais nous travaillons justement pour l'éveil des consciences du peuple camerounais. Karine Sontia. On s'intéresse aussi à la sortie de Sa Majesté Sokujou. Bon, rapidement, parce qu'en fait... C'est vrai que j'aimerais laisser ce sujet à Charles Armel demain. Demain? Parce que, vous dites demain? J'aimerais laisser ce sujet parce que Charles Armel aime bien introduire avec des sujets pareils. C'est son domaine, vous voyez. Non, on est déjà versé. Voilà, on s'intéresse notamment à la sortie de Sa Majesté Sokujou qui a publié le 13 décembre à 6h50 un très long post dans lequel il tend sur les autorités administratives et politiques dans leur ingérence dans les affaires de la chefferie. Comment est-ce qu'ils réussissent à manipuler et à inféoder les chefs traditionnels afin que ces derniers signent des motions de soutien. Je prends un petit extrait de sa sortie. Les gens souffrent, vous portez vos pieds avec le temps qui fait dehors là parce que vous croyez tenir encore la manche de la machette. Vous descendez dans les villages trompés, intimidés et manipulez vos parents. Les gardiens de la tradition et signez des motions de soutien aux chefs parce que vous protégez vos chaises, vous chassez vos ventres. Vous faites quoi du peuple qui misère et qui vous regarde? Voilà un extrait. Bon, Bobo Mbengan, vous faites une virgule là-dessus? Vous appréciez Sa Majesté en réalité, Sokujou, Sokujou? Non, le chef veut dire une chose, que à nos enfants, ne pensez pas que vous allez nous embarrasser. Parce que la chefferie demain, ou alors l'autorité traditionnelle demain, va donner une ligne, une orientation, il va l'appliquer. Voilà. Bon, tant pis pour vous qui n'allez pas suivre la ligne. C'est comme ça que ça veut dire, parce que nous avons les moyens de rétorsion. On ne veut pas les utiliser parce qu'on dit souvent, oui, la culture, là-bas en Afrique, les chefs ne font que tuer, ils ne font que manger les enfants. Mais quand vous avez en face un pouvoir d'État qui ne vous associe pas à la gestion et qui monte vos enfants contre vous, vous avez donc un choix à faire. Et ce choix-là risque d'être, j'allais dire, pas très bien, risque d'avoir des conséquences malheureuses pour ces enfants. Voilà. Bon, Mbengan. Et Karine, vous Dernier sujet de la ce matin avoir quelque chose de très intéressant pour les Camerounais. On s'intéresse à ce citoyen camerounais qui a décidé de faire la route Douala-Yaoundé et de prendre quelques images illustratives des nids de poules sur l'axe Douala-Yaoundé. Il dit qu'il a compté et que c'est 902 trous, selon lui. Axe Douala-Yaoundé. Douala-Yaoundé. Donc lui, il est au volant et il compte les il est pauvre, il y a quelqu'un qui conduit, maintenant lui, il prend les images. Mais ça peut être un bon exercice, hein, que tous les Camerounais qui quittent justement Douala pour Yaoundé commencent à compter les nids de poules et que chacun nous fasse justement... Oui, c'est un challenge. Ça peut être un bon challenge en même temps. Challenge nid de poules sur les routes du Cameroun. Challenge nid de poules. Vous le lancez sur les antennes d'Equinox Télévision ce matin hein, avec 10 le Zénith. Donc vous appréciez, comment vous appréciez ça, Dominique Audrey? C'est une très bonne chose. On pourrait même élargir tout ça. On peut aller sur la route de l'Ouest. Vous voulez tous ceux qui voyagent, faites-nous les photos. Ceux qui vont à l'Est également, ceux qui vont au Nord. Mais maintenant, on va même encore plus loin. Qu'ils comptent les nids de poules? Oui. En plus des nids de poules, tous les endroits, tous les villages où il n'y a pas d'électricité, vous balancez tout ça sur la toile. Tous les villages où il n'y a pas d'eau, vous balancez sur la toile. Donc, challenge nid de poules. On va dénoncer. Challenge nid de poules. On lance? C'est lancé? C'est lancé. C'est lancé? Challenge. Même dans vos quartiers. Non. Allons avec les arts si vous voulez. Les nationales. Donc, challenge des poules, désormais, on attend justement de voir les vidéogrammes. Il y a combien de nids de poules sur l'Arcelou, Douala, Yaoundé, sur l'Arcelou, Douala, Bafoussam, sur l'Arcelou, Yaoundé, Bafoussam? Comptez, revenez-nous, le challenge est lancé. Voilà, Garoua, également. Voilà. Partout là-bas. Merci à vous, mesdames et messieurs. Consti Lamy nous retrouve encore cette fois-ci et il vient nous parler, comme toujours, de Von Bio. Consti.
Alors, une fois de plus, je vous reviens pour parler du Von Bio Oméga 3, de ce complément alimentaire de laboratoire Cedorex, ce complément alimentaire qui fait déjà la fierté de tous les téléspectateurs de cette émission. Et parlant bien sûr des téléspectateurs, je tiens déjà à remercier tous les téléspectateurs fidèles de l'émission 10-12 Le Zénith. Je pense bien entendu à tout le personnel d'Excellence Plus, du côté bien sûr de Bonanjo, qui est toujours connecté derrière l'émission 10-12 Le Zénith. À ce personnel, je leur dis déjà merci beaucoup, et à toute la clientèle du côté bien sûr d'Excellence Plus, une clientèle qui ne cesse de faire confiance au concept Salaka. Alors ce matin, nous parlons encore et encore de la gamme Von Bio. Le temps de rappeler déjà à tous nos téléspectateurs que Von Bio est une gamme variée. Von Bio est une gamme diversifiée dans laquelle vous aviez plusieurs compléments alimentaires, notamment le Von Bio Oméga 3 que vous connaissez déjà, le Von Bio Detox. Les fêtes de Noël et de Nouvel An, c'est dans quelques jours, donc il est important de se désintoxiquer l'organisme de temps en temps. Mais alors avec quoi devrait-on désintoxiquer son organisme? Avec le Von Bio Detox, qui est un véritable complément alimentaire idéal pour désintoxiquer l'organisme. Et je rappelle que tous nos compléments alimentaires sont sans effet secondaire dans l'organisme. À côté bien sûr du Von Bio Detox, on parle également du Von Bio Libido. Oui, ce Von Bio Libido qui vous permet de booster l'envie sexuelle, de pouvoir également bien entendu satisfaire madame à la maison. Il y a également le Von Bio Libida pour les femmes, ça permet de booster l'envie sexuelle pour les femmes. Et bien entendu pour ce matin, je vais permettre à quelques premières femmes qui vont appeler du côté du magasin 1001 tapis de recevoir gratuitement un Von Bio Libida. Donc les 5 premières femmes qui vont appeler le concept Salaka au numéro de téléphone vont recevoir gratuitement le Von Bio Libida, qui est un nouveau complément alimentaire du côté du concept Salaka. On parle également d'un lait de toilette pour diabétiques, Von Bio Lotion, ce lait de toilette qui permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Vous l'avez également du côté du magasin 1001 tapis. Nous allons rappeler que les prix sont toujours en promotion, notamment 6 000 francs pour votre Von Bio Oméga 3, une boîte de 30 gélules, vous l'avez à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour ce qui est du Von Bio Oméga 3. On parle également du Von Bio Lotion qui est également à 6 000 francs, votre lait de toilette pour embellir et nourrir la peau des diabétiques. Nous livrons dans tout le Cameroun, donc ceux qui ont besoin de commander que ce soit le Von Bio Oméga 3, le Von Bio Lotion, le Von Bio Libido, le Von Bio Gastro, le Von Bio Detox, tous ces Von Bio sont livrés au Cameroun par nos différents représentants ainsi que hors du Cameroun. Je rappelle également bien entendu que les 5 premières femmes qui vont appeler et commander que ce soit le Von Bio Oméga 3 recevront gratuitement le Von Bio Libida que nous allons offrir aux 5 premières dames qui vont commander ce matin du côté du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala. C'est en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Merci beaucoup. Nassom Biombe, c'est Mototin au magasin 1001 tapis. Merci beaucoup Consti, c'est toujours un plaisir d'être avec vous Consti Lamine. Et vous également madame, monsieur, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins entre 10h et 12h sur cette antenne. Question de vous interpeller sur les réalités du Cameroun. Et comme on aime à vous le dire à chaque fois, intéressons-nous ensemble à la gestion des affaires publiques de ce pays. Et intéressez-vous à la politique. Car si vous ne le faites pas, elle vous fera et au-delà même, elle pourra vous broyer, comme c'est le cas depuis 38 ans. À demain 10h.